Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Plusieurs sujets sont au menu de ce soir. Nous parlerons d'alchimie orientale. L'alchimie française et occidentale vient de l'autre côté de la Méditerranée, figurez-vous. Et Claire Kapler, chercheur au CNRS, est l'auteur d'un livre sur ce thème. Elle sera mon premier invité. Elle nous emmènera en Irak, berceau de l'alchimie du Moyen-Âge. Nous évoquerons aussi les expériences de mort imminente. Ce sera le deuxième sujet avec Nicole Canivinck, qui organise une conférence à Saint-Jean-de-Védas, à côté de Montpellier. Nicole Canivinck nous racontera évidemment sa propre expérience de mort imminente, de NDE, comme disent les scientifiques qui s'intéressent à ce sujet. Enfin, en troisième partie, vous découvrirez les témoignages d'auditeurs et auditrices qui ont vécu des phénomènes paranormaux, des témoignages qui seront analysés avec deux invités qui me rejoindront à ce moment-là. Thomas Rabéron, que vous allez découvrir pour la première fois dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, et puis Pierre Massias qui viendra me rejoindre également, que lui vous n'allez pas découvrir puisqu'il intervient très régulièrement au sein de cette émission. Vous le savez, vous êtes les bienvenus pour justement intervenir vous aussi dans cette émission dès à présent avec vos questions, vos réactions, vos témoignages. Morad d'abord est à votre disposition au standard au 0826 300 300, 0826 300 300, ça n'est pas un numéro surtaxé, vous pouvez appeler donc sans aucun problème, et puis de toute façon, c'est la radio qui vous rappelle pour que vous puissiez parler tranquillement autant de temps que vous le voudrez à l'antenne. Ce n'est pas vous qui payez, c'est nous puisque vous êtes nos invités. Ensuite, vous pouvez également intervenir par le biais des SMS, vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez ensuite votre texte, votre commentaire, votre question, et vous envoyez le tout au 71 200. J'aurais fini de tout vous dire, ou presque, en concluant avec deux petites choses. D'abord, le site internet des aventuriers de l'étrange, c'est psilande.org, psiland.org, psilande.org, site sur lequel vous allez pouvoir retrouver toutes les références, d'abord des livres, des conférences que l'on vous recommande au sein de cette émission, et puis vous allez pouvoir retrouver toutes les émissions en podcast des aventuriers de l'étrange. Vous pourrez soit les écouter sur internet, sur votre ordinateur, ou encore les télécharger et les écouter tranquillement un petit peu plus tard avec votre lecteur MP3 ou encore avec votre iPod si vous avez la chance d'en avoir un. Et enfin, dernière chose concernant l'actualité toulousaine, mais je pense que il sévise peut-être également dans notre Grand Sud. J'ai vu fleurir ce week-end, c'était vendredi exactement, toute une série de petits prospectus jaunes sur les pare-brises des voitures intitulés « Le fantastique et les contes, que peuvent-ils apporter aux adultes ?» Ce petit prospectus propose une conférence sur Tolkien, le Seigneur des Anneaux. Le titre, c'est « Le sens profond du Seigneur des Anneaux ». Pourquoi pas d'ailleurs, depuis Homère jusqu'au Troubadour, depuis Perrault jusqu'à Saint-Exupéry. C'est très intéressant tout ça, mais il y a un petit bug, un petit problème, juste tout petit. C'est organisé par la Nouvelle Acropole qui a été classée par le dernier rapport parlementaire concernant les sectes comme étant une secte justement, la Nouvelle Acropole. Donc méfiance, je vous recommande la plus grande circonspection vis-à-vis de cette invitation. Et d'ailleurs la Nouvelle Acropole revient régulièrement sur le devant de la scène en essayant de recruter par le biais de ces conférences. Donc, soyez très 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 prudents. Voilà, le message est lancé, on en reparlera encore avant la fin de cette émission, bien entendu. Direction le monde arabo-persan et les origines de l'alchimie. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange. Claire Kapler, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur au CNRS et vous êtes le co-auteur d'un livre que je recommande à tous ceux qui s'intéressent à l'alchimie et plus spécifiquement aux passerelles entre l'Occident et l'Orient. Dans ce domaine, on va découvrir avec vous que l'un des deux est source de l'autre.
l'Orient, source du savoir occidental. Vous avez coécrit ce livre avec Suzanne Thiollier-Méjean et c'est une compilation de plusieurs articles de plusieurs chercheurs que vous avez réunis au sein de ce livre qui est aux éditions de l'Harmattan. De toute façon, on en donnera les références sur le site internet de l'émission, bien entendu, et je rappellerai avant la fin de notre entretien les coordonnées de ce livre. Alors, première question, Claire Kapler, l'alchimie est connue en France comme venant du profond Moyen-Âge, mais l'alchimie n'est pas née en France et encore moins en Europe du reste. C'est vrai. Alors simplement, les origines lointaines de l'alchimie sont assez mystérieuses. Nous ne savons pas exactement comment cet art s'est élaboré. Il est certain qu'il s'est élaboré d'une façon d'abord très progressive, très artisanale, dans les milieux d'artisans justement qui avaient affaire avec les métaux. Donc les forgerons, Oui. les orfèvres, plus tard les gens qui faisaient le verre, donc tous ceux qui avaient affaire avec fondre. Le feu en quelque sorte, oui. Fondre et transformer. Ouais. Voilà, d'une part. Alors bon, certains disent qu'en fait ça son origine dès la préhistoire. Pourquoi pas? C'est-à-dire, je pense que toujours l'art du forgeron a été un art sacré. Par exemple, on en a un témoin encore maintenant dans l'Afrique, où vraiment, quand le forgeron travaille le métal pour extraire de l'or, c'est un acte sacré, c'est un acte rituel. Tout le monde doit se taire. On arrête tout autre travail dans la forge. Ouais. Et à ce moment-là, il y a un témoignage vraiment très très vivant de ce genre de rituel. Un petit serpent noir, par exemple, apparaît dans un coin qui n'apparaît que quand le forgeron s'en vient fondre de l'or. Ouais. Bon. Le forgeron, y compris dans notre civilisation occidentale, avait une position toujours crainte et particulière au sein des communautés. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ben, de toute façon, si on entre dans une forge encore maintenant, en tout cas moi ça m'est arrivé il y a quand même quelques dizaines d'années, on s'aperçoit que c'est un univers puissant. Il y a quelque chose d'obscur et de puissant là-dedans. Bon, tout cet art du feu, le bruit aussi, les soufflets, et puis bon, l'allure même du forgeron, c'est quelque chose de très particulier. C'est un monde à part. Oui, Voilà. c'est vrai, tout à fait. Alors, revenons à ces sources de l'alchimie, alors. Donc, bon, on pense évidemment que les sources les plus lointaines sont d'origine grecque, mais qu'y avait-il avant les Grecs? Les Grecs n'étaient pas les seuls dans l'univers où ils vivaient, simplement les Grecs écrivaient. Ouais. Et même de cette période où les Grecs écrivaient, on n'a pas énormément de témoignages anciens, en tout cas. On a des témoignages qui sont relativement tardifs. Bon, il y a un grand nom qui se détache de tous les autres, c'est celui de Zosime de Panopolis, bon, qui était déjà un homme d'Asie mineure, et qui écrivait au IIIe, IVe siècle. Bon, ce Zosime, c'est une grande référence, puisqu'il y a des textes. Sinon, il y a une autre grande référence, mais alors là, c'est vraiment une référence ésotérique déjà, c'est Apollonius de Tyane, mais on ne sait pas ce qu'il a écrit réellement, lui, puisqu'au fond, on a seulement une biographie de lui écrite par un certain Philostrate. Donc, on a des textes attribués à Apollonios, mais qui ne sont sans doute pas de lui. Voilà, c'est Apollonios qui vivait au fait au 1er siècle de notre ère. Oui, les textes que l'on a se reportant à lui sont de son disciple, en quelque sorte, qu'il l'a suivi pas à pas, visiblement. Oui, mais en fait, on a d'autres personnes qui ont écrit des textes de type alchimique en prenant son nom. Ouais. En lui faisant porter la paternité de leurs écrits pour donner de l'autorité à ses écrits. Ouais. Voilà, comme on faisait souvent, on a fait ça souvent jusqu'au Moyen-Âge. Et alors, l'alchimie spécifiquement orientale. Alors justement, donc l'alchimie, je vais dire, effectivement, arabo-persane, on pourrait mettre dans le même ensemble la Syrie, bien sûr, l'Irak, la vaste zone de culture persane. Tout ça, ça fait un peu un melting pot, en fait, qui plus tard s'est rassemblé dans des textes de langue arabe. Mais au départ, il y a plusieurs cultures qui se mélangent là-dedans, y compris la culture égyptienne. Alors, on dit que la culture arabe aurait récupéré des textes d'origine grecque. En fait, elle a certainement récupéré, mais elle a aussi complètement transformé et développé. Et elle a créé quelque chose de complètement original. Donc la spécificité de ces textes alchimiques,
c'est de développer beaucoup plus profondément l'aspect mystique et spirituel de l'alchimie. C'est-à-dire, vous voulez dire l'alchimie plus symbolique que réellement opérative? Enfin, oui, voilà. Vous savez, dans l'alchimie, tout est à la fois symbolique et opératif. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'alchimie est un art et une science. Enfin, bon, je vais dire plutôt un art au sens profond du terme, c'est-à-dire à la fois technique et art et science, qui fonctionne sur la loi de l'analogie. Parce que tout cela repose forcément sur une vision du monde. Si on en reste à un aspect purement matériel des opérations, disons, de fonte des métaux, de transformation d'une matière en une autre, on va rester à un niveau extrêmement technique. Mais le niveau proprement technique n'était pas celui qui était le plus important. Cet art a toujours été un art sacré. D'ailleurs, les Grecs ne disaient pas spécialement alchimie, ils disaient art sacré. Ouais. Donc c'était quelque chose de vraiment profond qui touchait aux racines de l'être, pas seulement aux racines de la vie, mais aux racines de l'être. Ouais. Donc déjà, chez les Grecs, on avait cette dimension-là. Et ensuite, bien sûr, l'alchimie arabo-persane a très largement développé cet aspect-là, parce que ils ont été profondément imprégnés de la philosophie néoplatonicienne, qui était propre à l'Antiquité tardive, qui, elle, reposait sur une vision du monde où où le monde est en quelque sorte émané de l'un, ce qu'ils appelaient l'un, l'énergie primordiale, primordiale, et où cette énergie se retrouve absolument partout dans l'univers. À tous les échelons de l'univers, on va retrouver cette énergie, mais dans des états plus ou moins différents. Donc l'alchimie, c'est simplement l'art de capter en fait cette énergie là où elle se trouve. En fait, on va la capter par exemple dans les minerais, dans les métaux, et de remonter littéralement vers l'énergie unique dont est émané le monde entier et tout ce qui existe. Oui, c'est faire un chemin à rebours, c'est remonter vers la source. Tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée est vraiment, je trouve, très intéressante. Il s'agit de bien comprendre qu'en fait l'unité divine de l'être, à la fois elle unifie tout, mais en même temps elle est différenciée dans le monde. Et donc entre cette énergie divine qui a engendré l'univers et les divers êtres, il existe un écart plus ou moins grand selon le degré de densification qu'atteint cette énergie dans chaque être. Alors, par exemple, l'un de ces grands alchimistes de langue arabe dit que, en fait, dans l'univers, tout est lumière-être. C'est de la lumière qui est de l'être. Ouais. Et cette lumière-être, dans les esprits, elle est fluide, mais dans les corps matériels, elle est dense, elle est solide. Alors, quand cette énergie-lumière atteint le plus bas des degrés qu'elle puisse atteindre, c'est-à-dire la pierre, elle ne peut pas descendre plus bas. Ouais. Et donc, c'est le mouvement de reflux de cette énergie vers son origine. Et en suivant ce mouvement de reflux vers l'origine, on peut en quelque sorte arriver à comprendre, mais par connaissance au sens propre, c'est-à-dire on naît avec cette science, c'est une connaissance. Au sens littéral. Ouais. Donc l'alchimiste est celui qui remonte du degré le plus bas de cette énergie, et en suivant les degrés de cette remontée, il remonte lui-même vers l'être d'où tout est émané. En décryptant au passage tous les secrets du mécanisme subtil de la nature. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire, vous avez parfaitement raison, l'alchimie, elle cherche à comprendre et à dévoiler le fonctionnement caché des lois de l'univers. Elle cherche à comprendre, à maîtriser le dynamisme profond de la vie. Ouais. Et en connaissant ces mécanismes profonds de la vie, elle cherche à les imiter. Voilà. Donc, on peut dire que l'alchimie cherche à recréer les conditions d'une matière qui serait entièrement perméable au monde spirituel. Ouais. Et ça se retrouve partout, en fait. C'est-à-dire qu'on soit dans l'alchimie orientale
ou dans l'alchimie ensuite médiévale, on va retrouver pratiquement tout le temps la même chose. Oui, ça c'est la base universelle, évidemment. Oui. Mais l'alchimie orientale, pour en revenir à ses sources, est-ce qu'on a des dates, des textes les plus anciens seraient de quelle période, de quelle époque? Ben justement, on en a très peu, c'est-à-dire que ces textes, ces auteurs, plutôt c'est ceux que je citais tout à l'heure, c'est surtout Zosime de Panopolis, c'est quelques textes, pas forcément avec un nom d'auteur, hein, ce sont des textes anonymes aussi, ce sont aussi des fragments qu'on découvre ça et là. Ce qu'il y a, c'est que pour l'alchimie, on ne peut pas se fonder uniquement sur les textes, parce que l'alchimie, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un art, c'est opératif. Donc, il y avait des savoirs, des expériences qui se transmettaient de personne à personne. Mmh. Et aussi, on peut dire, de maître à disciple. Ouais. Donc, cette science n'existe pas en premier lieu dans les livres. Les livres, c'est en quelque sorte le dernier niveau de l'aboutissement. Mmh. Donc, ça a toujours été un art, je dirais, à mon avis, très empirique, très initiatique, très secret, qui se transmettait plutôt oralement que par écrit. Mais dites-moi, Claire Kapler, là vous nous avez cité sans cesse comme référence le monde arabo-persan. On se pose la question, j'imagine que ceux et celles qui nous écoutent se la posent aussi, l'Égypte a-t-elle été un creuset pour l'alchimie, l'Égypte pharaonique j'entends, qui, semble-t-il, avait de grandes connaissances? Inévitablement, ne serait-ce que parce que c'était une civilisation qui travaillait l'or. Oui. Hein, et puis l'or avait beaucoup d'importance. Par exemple, dans les tombes, on retrouve beaucoup l'or, les masques mortuaires, toutes sortes d'objets rituels. Oui. Donc oui, bien entendu. Maintenant, comme je vous dis, le savoir a-t-il été transmis dans de l'écrit? Ça, c'est certainement une autre paire de manches. Tout savoir secret reste secret et plutôt transmis de façon orale. Mmh. Les savoirs secrets ne se mettent pas d'une façon claire dans des écrits. Mmh. Mais il y a pu y avoir trace sur, comme on en voit de temps en temps en France ou en Europe, des bas-reliefs plus ou moins explicites, très symboliques. Vous voyez des choses comme ça qui auraient pu être redécouvertes. Mais là, ça n'est vraisemblablement pas le cas. Moi, j'ai exploré un peu ce domaine, si vous voulez, des sources lointaines de l'alchimie. Je l'ai cherché en cherchant ce que les chercheurs ont dit, bien sûr, parce que moi-même, je ne suis pas spécialiste de ça, mais je n'ai rien trouvé. Alors, il y a peut-être des choses qui m'ont échappé, et puis, bon, il y a peut-être dans les bibliothèques américaines ou autres des trésors, mais franchement, on ne sait pas grand-chose de tout cela. Ouais, ça garde cette aura mystérieuse malgré tout. Ouais. Claire Kapler, vous restez avec nous, on s'accorde une pause et on se retrouve dans quelques instants pour continuer avec vous à découvrir dans quelques minutes quels ont été les grands noms d'abord qui se détachent de ce monde alchimique et ensuite on verra comment les passerelles se sont établies entre l'Orient et l'Occident, comment est-ce que la connaissance comme ça est passée d'une rive de la Méditerranée à l'autre finalement. À tout de suite. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Zosime de Panopolis, Apollonius de Tyane, Djabir ou encore El-Razi, ce sont des noms célèbres dans l'univers de l'alchimie. Ces auteurs arabo-persans et alchimistes sont tous à l'origine de l'alchimie occidentale. Nous allons tout de suite revenir à cet univers historique passionnant. Vous le savez, vous pouvez intervenir dans cette émission 0826 300 300. Tout à l'heure, avec Nicole Canivinck, ma deuxième invitée, nous allons parler d'expériences de mort imminente. Vous pouvez donc, si vous avez un témoignage à nous apporter, nous appeler au standard. Morad attend vos appels 0826 300 300. Et puis nous analyserons avec Thomas Rabéron, mon invité, et Pierre Massias, vos témoignages si vous avez vécu des phénomènes paranormaux. Vous nous appelez également, vous pouvez également nous contacter par SMS, vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte, votre question, votre commentaire et vous envoyez le tout au 71 200.
Claire Kapler est avec nous, chercheur au CNRS et co-auteur d'un livre passionnant que je vous recommande aux éditions de l'Harmattan, co-auteur avec Suzanne Thiollier-Méjean. C'est donc aux éditions l'Harmattan. Le titre de ce livre, c'est Alchimie, en sous-titre Occident-Orient. Claire Kapler, donc vous nous avez brossé un petit peu le portrait des origines de l'alchimie, son arrivée par l'intermédiaire, par le truchement du monde grec, de la civilisation grecque à ce monde arabo-persan. Et est-ce qu'il y a, vous nous avez cité deux noms, Apollonius de Tyane, Zosime de Panopolis. Est-ce qu'il y a d'autres grands noms comme ça, peut-être plus contemporains, enfin, quand je dis contemporains, en remontant de manière chronologique le cours de l'histoire vers nous, qui se sont détachés comme ça des alchimistes arabo-persans? Alors, bon, il y a deux grands noms, trois grands noms, disons, pour l'alchimie arabo-persane. C'est d'abord Jabir, Jabir ibn Hayyan, qui serait né au début du 8e siècle et qui serait mort au tout début du 9e. Donc ce Jabir, on lui a attribué à peu près 1 millier de livres. Évidemment, il n'a pas écrit 1 millier de livres, il en a écrit quelques-uns d'entre eux. Mais il aurait vécu extrêmement longtemps pour cette époque. Oui, justement, il n'a pas vécu un siècle, oui, mais oui, voilà. vous savez, on ne connaît pas exactement sa date de naissance ni sa date de mort. Donc en tout cas, on peut dire 8e siècle. Oui. Donc on peut dire au tout début de la conquête musulmane, finalement. Ouais. Enfin, dans les débuts. Ce personnage mythique, où vivait-il? Alors il n'était pas mythique, il est réel. Alors où il a vécu? Alors il aurait été à Médine, il aurait vécu à Bagdad. Ouais. Bon, enfin en tout cas c'est bel et bien un milieu arabe. Ça Oui, complètement. Ça c'est très clair. Ouais. Bien, simplement ce Jabir est devenu quelqu'un de très célèbre pour notre Moyen-Âge, qui au XIIIe siècle ressurgit sous le nom de Geber, G-E-B-E-R. En fait, l'auteur qui écrit un traité alchimique au XIIIe siècle n'est pas du tout un traducteur de Jabir, c'est quelqu'un qui écrit lui-même un traité qu'il met sous la plume, en quelque sorte, de ce Jabir, déformé ensuite en Geber. Ouais. Donc ça c'est un des grands auteurs en langue arabe. Ensuite, on en a un autre qui s'appelle... bon, enfin, je ne vais pas entrer trop dans le détail, parce que de toute façon, c'est des noms qui ne diront rien du tout aux auditeurs. Ouais. Mais il y en a un qui est très célèbre, c'est Al-Razi. Et ce Al-Razi, lui aussi, va devenir très célèbre dans notre Moyen-Âge occidental, puisqu'on va le transformer son nom en Rhazès. R-H-A-Z-E, accent grave S. Voilà. Ouais. Donc on peut dire que Jabir et Al-Razi sont des personnages qui ont une postérité dans notre Moyen-Âge à nous, médiéval. Ouais. Et comment justement se sont établies ces passerelles entre l'Orient et l'Occident? A-t-il fallu attendre les premières croisades, puisque là ça a été vraiment le choc frontal de deux cultures, ou est-ce que déjà avant il y avait des transmissions de savoir avec le monde arabe qui a remonté jusqu'à nos Pyrénées, par exemple, pour parler de la France? Oui, moi je suis persuadée que oui. Parce que, de toute façon, on n'a pas attendu les croisades pour voyager. Premièrement, au Moyen-Âge, tout le monde voyageait, mais d'une façon absolument hallucinante. Les gens n'avaient pas peur des distances. Bon, je pense qu'il y a toujours eu les voies commerciales. Il n'y a pas que les voies guerrières, finalement. Ouais. Donc, je suis convaincue qu'il y a beaucoup d'artisans de chez nous qui sont allés là-bas, et vice-versa, certainement. Et en particulier dans la France du Sud, il y a des savoirs qui passaient d'un univers à l'autre sans le biais des textes. Parce que finalement, les textes arrivent toujours après. Ils sont en quelque sorte la matérialisation dans des livres de quelque chose qui a déjà eu lieu avant. Alors, il y a des traductions, bien sûr, et ça, au moins, on peut le suivre, on peut mettre le doigt dessus, dès la fin du XIe siècle et surtout le XIIe siècle. Et qu'est-ce qu'on traduit, évidemment, chez nous? On traduit ces textes arabes. Oui. Voyez, donc ces textes arabes, je pense que de toute façon, on n'aurait pas eu besoin des croisades pour les rencontrer. Parce qu'il y avait des circulations d'un monde à un autre, à la fois commercial et intellectuel, artisanal. Donc les choses circulaient comme les gens circulaient, comme les denrées circulaient. Donc voilà, alors il y a eu beaucoup de traductions de l'arabe et c'est effectivement depuis la langue arabe et c'est grâce à ça que nous autres médiévaux en Europe, nous avons constitué notre propre science de l'alchimie.
Bon, cela dit, je suis persuadée que cette science existait aussi déjà chez nous, sans pour autant être mise par écrit et sans être formalisée d'une manière aussi claire. Ouais. Bien que ce ne soit pas votre spécialité, je me permets cette petite incartade historique. Le XIIe siècle, comment est-ce que la religion, le clergé catholique voyait ces livres alchimiques? Mais en fait, fort bien, il n'y avait strictement aucun problème. Ouais. Il y a eu simplement un de ces alchimistes, je ne sais plus lequel, enfin quelqu'un d'assez célèbre, qui a été condamné par un pape, mais autrement, l'alchimie n'était pas spécialement condamnée, d'autant plus que les papes eux-mêmes s'intéressaient à l'alchimie, puisque l'alchimie était censée fabriquer de l'or. Bon, tout le monde voulait de l'or, les rois en voulaient, les papes en voulaient, donc chacun avait son alchimiste. Et l'alchimie, en plus, était étroitement liée à l'astrologie, puisque là, vraiment, c'est aussi un point commun entre Orient et Occident. Les métaux sont reliés à des planètes. Donc, voilà, le plomb était relié à Saturne, par exemple, l'argent était relié à Vénus, enfin, le fer est relié à Mars, etc., etc. Le soufre est relié à Mercure. Bref, il y a beaucoup de correspondances entre l'alchimie et l'astrologie. Bon, or, on sait que les papes avaient leurs astrologues. C'est vrai. Bon, tout ça avait pignon sur rue, sauf que c'était quand même toujours une science qui avait son côté ésotérique et secret et qu'on ne divulguait pas d'une façon générale. Au vulgaire, quoi, en quelque sorte. Ça ne devait pas être divulgué. Oui. C'est un savoir qui reste dans des cercles, qui se transmet toujours de maître à disciple. Le but ultime étant pour l'homme de se transformer lui-même, finalement. Ah oui, alors ça c'est sûr, là on franchit effectivement le gouffre qui sépare l'alchimie, on pourrait dire purement matérialiste, je pense qu'elle a existé. On en a des témoignages, qu'il y a des gens qui se sont ruinés pour fabriquer de l'or. Hein. Ouais. Mais ceci dit, en effet, le but c'est de se transformer soi-même. Et là, j'ai entendu il y a un an à peu près, un alchimiste français, un véritable alchimiste, quelqu'un qui a un four et qui suit toutes les opérations alchimiques, quelqu'un de remarquable. C'est passionnant ça, oui. Un homme très modeste d'ailleurs, et très clair, tant dans sa parole que dans sa tête, et je crois aussi dans son cœur. Et cet homme me disait qu'en fait, les opérations alchimiques allaient de pair. Et il ne pouvait pas vraiment expliquer comment, mais en fait que ça allait de pair avec une transformation de soi. C'est-à-dire qu'on ne parvient à un degré supérieur de la transformation des substances qu'en parvenant soi-même à un nouveau degré d'épuration ou de perfection. Voilà, donc lui c'était un chrétien, hein, il le disait clairement, il était même catholique. Voilà, et donc il ne voyait strictement aucune contradiction entre sa foi et son art, et bien au contraire, il estimait que son art était une manière de vivre sa foi, voyez. Tout à fait, oui. Qu'en reste-t-il, si je puis me permettre, est-ce qu'il reste des vestiges de ce monde arabo-persan alchimique? Alors, il paraît, en particulier en Iran, hein, que jusque vers le 19e siècle, ces pratiques, mais aussi les textes, ont continué à se développer. Ah oui. Alors oui, moi je pense que ça existe toujours d'une manière ou d'une autre, parce que ce courant qui cherche à trouver en quelque sorte dans la matière une essence qui peut reconduire l'homme à sa propre essence. Alors on peut à ce moment-là évidemment dire à son immortalité ou à son éternité ou à son être de lumière. Ce courant-là, il existe toujours. Simplement, il peut s'exprimer d'un tas de manières différentes. Et je crois que la voie et la pratique alchimique, c'est vraiment quelque chose de très, très particulier, qui aujourd'hui est très peu répandu. Très, très peu. D'abord parce que ce savoir est extrêmement codé et que pour le déchiffrer, il faut vraiment se donner beaucoup de mal. Oui. Effectivement, les alchimistes d'aujourd'hui, ils cherchent à travers des textes aussi, et ils ont du mal à reconstituer. Ah, les textes sont très, très abscons quand même. C'est très difficile de lire là-dedans. Oui, parce qu'en fait, toutes les opérations sont décrites de façon à n'être divulguées qu'à des gens qui sont prêts à les vivre intérieurement. Et là, évidemment, le plus beau, le plus bel exemple de ce processus-là, on le trouve chez les Persans. Ce sont eux qui l'ont vraiment mis en valeur. Donc, il y a
par exemple l'œuvre de Nézami, qui est un grand romancier du XIIe siècle. On va en parler, oui, évidemment. Qui, dans son roman Alexandre le Grand, a donné 2 épisodes très spécifiquement alchimiques. Et bon, on peut en parler si on a le temps. Et il y a aussi un grand poète soufi qui est nommé Attar. Son œuvre là est tout à fait disponible en traduction française, et même fort bien traduite. Donc Attar, dans son œuvre Le Livre divin, raconte le dialogue entre un père et son fils. Et ce dialogue se déroule en 22 chants. Et les derniers chants, et en particulier le tout dernier, le 22e, portent sur l'alchimie. Donc le fils dit qu'en fait il rêve de l'alchimie et que ça ne peut pas lui sortir de l'esprit. Alors le père lui répond, eh bien la vraie alchimie est celle que les voyageurs, donc les voyageurs sur la voie, ce sont les disciples, appellent lumière de Dieu. Si cette lumière frappe le corps, cette argile qu'est ton corps se transforme en cœur. Si elle frappe le cœur, celui-ci devient âme pure. Voilà, alors ça c'est très beau. Donc transforme ton cœur en corps, transforme ton cœur en douleur. En fait, c'est la douleur d'amour chez les Persans qui va transformer le cœur et qui va faire que le cœur devient âme. Voilà l'alchimie dont s'occupent les vrais hommes. Oui, c'est très beau. C'est beau. Ah oui. Et ce chant se termine comme ça, oui, lorsque la lumière de Dieu pénètre dans ton âme, ton corps prend aussitôt la couleur de l'âme. Cet élixir, cherche-le dans ton âme même. Alors là, on trouve vraiment les images de l'alchimie, les fameuses couleurs, les teintures, donc alchimiques. Ton corps prend la couleur de l'âme. Et l'élixir, c'est ce fameux élixir, l'or potable, ou l'élixir d'immortalité, eh bien, il est dans l'essence même de l'âme. Revenons à un auteur que vous avez cité et qui est l'objet d'ailleurs de votre texte dans le livre Alchimie aux éditions L'Harmattan. C'est autour d'un auteur, Nézami, et de son roman où il décrit la vie d'Alexandre le Grand de manière alchimique, ésotérique en tout cas. Oui, tout à fait. Nézami, qui est-ce d'abord? Dressez-nous son portrait. Alors, vous savez, on a toujours beaucoup de mal à faire le portrait de personnes dont on ne sait pas grand-chose. Oui. Bon, Nézami de Ganjé, on sait au moins où il est né, dans une région proche du sud de la mer Caspienne. À part ça, on sait qu'il a écrit 5 grandes œuvres, dont l'une est un énorme roman d'Alexandre, et l'autre est une œuvre très célèbre, dont il existe 2 traductions en français actuellement, le roman des 7 princesses. Oui. Voilà, et ça, c'est un roman spécifiquement alchimique. Je n'en ai pas traité parce que c'est un roman très très complexe. Mais c'est vraiment une œuvre alchimique et il le dit lui-même dans son introduction. Il y a une longue introduction où il dit ses intentions et il dit qu'en fait, ce roman-là est ici pour diffuser une connaissance, mais il s'adresse à son fils à qui il dédie son œuvre. Il dit: à quoi te sert cette connaissance si ce n'est pas pour transformer ton fer en or? Oui. Donc tout de suite, la couleur est donnée. C'est extrêmement clair. C'est un roman, ce sont des poèmes, c'est quoi? Alors tout est écrit en vers, mais c'est un roman. C'est un roman. Alors bon, les 7 princesses, j'en dis quelques mots parce que puisque c'est un roman explicitement alchimique et tout anti-alchimique, c'est important de le savoir. C'est l'histoire d'un jeune prince qui va être initié par 7 princesses, chacune correspondant à une couleur, à un climat, c'est-à-dire une région du monde, et correspondant aussi à une planète. Puisqu'à l'époque, on connaissait 7 planètes. Donc, on va aller de Saturne à Vénus, et Saturne étant le monde noir, c'est le monde de la putréfaction, c'est le monde du plomb, jusqu'à Vénus qui est le monde de l'argent. Et comme ce roman est construit comme une véritable architecture, au milieu, vraiment au milieu, comme la coupole sur une architecture orientale, on va avoir le conte qui est le sommet de tout le livre et qui est le conte de la princesse rouge. Donc la princesse rouge qui va incarner la planète Mars et qui va rencontrer le jeune prince dans sa forme martienne. Ouais. Le rouge qui est la dernière couleur de l'œuvre alchimique. Tout à fait. Également. Donc le noir d'abord, la nigredo, la putréfaction, le blanc ensuite, et puis pour finir l'œuvre rouge qui est le sommet, comme vous venez de le dire, de toute l'œuvre alchimique.
Ça m'a donné envie de le lire. Oui, c'est beau, c'est très beau. Ouais. C'est très beau. C'est vraiment une œuvre qu'on médite longuement parce qu'au fond, on y revient toujours, et puisqu'on comprend ce qu'on peut, et pas grand-chose en fait. Mais c'est très inspirant, c'est très poétique. Ouais. Alors, revenons à l'œuvre de Alors, Nezami. Alexandre. Effectivement, Alexandre est le premier, je crois, vraiment le seul qui a donné cette dimension ésotérique et alchimique à l'aventure d'Alexandre le Grand. Alexandre est donc l'envahisseur de l'Iran, et pour entrer dans la généalogie des rois iraniens, il va aller à la rencontre, si on peut dire, du souverain le plus fameux en fait de tous les souverains iraniens, qui est Kaykhosro. Kaykhosro, c'est un roi dont l'histoire est racontée dans le livre des rois de Firdoussi. C'est une œuvre du Xe, XIe siècle, monumentale, très belle, traduite aussi en français. Donc Kaykhosro, c'est un roi qui, à un moment de sa vie, ayant accompli tout ce qu'il croyait devoir accomplir, a décidé en fait de quitter ce monde. Et de quitter ce monde non pas en mourant, mais en étant emporté par Dieu dans le monde de l'esprit. Donc il va faire des ascèses, etc., jusqu'au moment où il reçoit l'accord divin, où on lui dit, ben voilà, tu peux te mettre en route, va vers la montagne. Donc c'est ce qu'il fait, il va vers la montagne, et là, aux premières lueurs de l'aube, il disparaît. Donc ce roi est connu pour s'être transformé. Transmuté complètement. Pour être arrivé Vraiment. tout vivant devant Dieu, comme on dit. Oui. Alors, donc, Alexandre part sur les traces de Kaykhosro, et comme Kaykhosro n'est enterré nulle part, puisqu'il a disparu, il va donc aller le chercher dans la montagne, et particulièrement dans une grotte isolée. Bon, ce chemin n'avait été trouvé par personne, mais lui, Alexandre, va le trouver, puisque lui trouve toutes les merveilles cachées du monde. Et pour cela, il se fait accompagner d'un sage nommé Bélinos. Alors, Bélinos, c'est le nom déformé de Apollonius de Tyane. Voilà. Donc, il se fait accompagner de ce sage, et il entre dans une anfractuosité étroite d'une grotte, et dans cette grotte, il aperçoit des étincelles qui jaillissent depuis une sorte de puits de soufre enflammé qui brûle sans cesse. Alors, il demande à ce Bélinas donc d'y descendre, de voir en quoi consiste. Oui. Et donc, ce Bélinas descend, s'aperçoit que depuis le cœur de la pierre, on dit même depuis l'ombilic de la pierre, jaillit un feu permanent. Il dit il y a une source de vie, un feu d'immortalité. Et depuis ce feu permanent, ce qu'il voit à l'intérieur, c'est une mine de soufre. Alors ce n'était pas un feu qui brûlait, c'était une orbe de feu permanent. Et comme dit Nezami, celui qui reposait dans la grotte savait cela, donc celui, ce serait Kaykhosro. C'est pourquoi il disparut dans le soufre en vue de l'alchimie, pour se transformer lui-même. Ouais. Alors, Alexandre donc reste au seuil du mystère, ne descend pas lui-même, il en reçoit des nouvelles par le sage. Le sage remonte et lui dit qu'il faut partir le plus tôt possible, que c'est quelque chose de très dangereux. Et à ce moment-là, quand ils sortent de la grotte, tombe une épaisse chute de neige, tellement énorme qu'elle ensevelit Alexandre et ses quelques compagnons. Exactement comme après la disparition de Kaykhosro dans le récit de Firdoussi, la neige est tombée et a enseveli les 5 compagnons qui étaient venus l'accompagner. C'est ça. Ouais. Et donc on a un rappel. Et donc cette neige est le symbole aussi de la mort en fait. Mais c'est une mort blanche, c'est-à-dire c'est une mort dont Alexandre va sortir. Alors il va en sortir pas par ses propres moyens, mais avec l'aide des êtres déjà semi-spirituels d'une citadelle voisine qui vont le tirer de là grâce à des incantations magiques. Ouais. C'est-à-dire que c'est une véritable initiation. Il meurt pour renaître, vraiment. Oui, voilà, ça fait partie d'une de ces initiations. Et puis il y a l'autre initiation qui est encore plus explicite, c'est son voyage à la source d'immortalité. Oui. Alors là, c'est un passage encore plus, je dirais, développé et où le symbolisme alchimique est encore plus présent, encore plus clair. Et c'est très important pour Nezami de montrer l'initiation progressive d'Alexandre, tout en montrant qu'en même temps il reste au seuil du secret. C'est-à-dire qu'Alexandre n'est pas transformé lui-même.
Ce qui va être transformé, ce n'est pas l'être terrestre d'Alexandre, c'est son cœur en quelque sorte. Son cœur et son esprit et son âme. Parce que dans la deuxième partie de ce roman, Alexandre va devenir un prophète. C'est-à-dire que Nézami va tirer Alexandre du côté prophétique de l'islam. Ouais. Dites-moi, Claire Kapler, est-ce que, à votre sens, l'alchimie a un regain d'intérêt ces quelques dernières années ou est-ce tout à fait anecdotique? Moi, je pense qu'elle a toujours eu de l'intérêt. Ça reste toujours très poétique, très inspirant. Mais il semblerait comme ça, enfin, je veux dire que il y a un phénomène peut-être plus profond qui a tendance à s'orienter, peut-être à s'intéresser à nouveau à l'alchimie. Oui. Vous n'avez pas ce sentiment? C'est vrai, mais s'y intéresser comment? Vous voyez, on s'y intéresse à travers les livres. C'est-à-dire qu'on se laisse inspirer par cette poésie, par ces images, par ce symbolisme, parce que les images sont extrêmement colorées. Nous n'avons pas parlé de tout ça, mais tous ceux qui rêvent de l'alchimie savent quel monde de couleurs, de symboles, d'images. Et puis, il y a quelque chose de très puissant dans tout ça. Il y a la pierre, il y a le rubis, il y a l'émeraude, il y a l'or, il y a l'argent, il y a l'union du soleil et de la lune. Il y a la naissance de ce petit homme, ce qu'on appelait l'homunculus, c'est-à-dire ce petit être androgyne qui est en quelque sorte notre propre essence. Tout ça est merveilleux, c'est-à-dire que ça représente quand même une part importante de ce qui inspire l'être humain. Maintenant, est-ce que aujourd'hui on est plus porté à aller mettre dans un four des minerais et puis à... Enfin, on ne sait même pas si c'est des minerais d'ailleurs au départ. Oui, enfin pour des commencer, substances. La matière première, ça c'est... Oui, il faut y mettre quelque chose dans le four. Bon, j'y connais rien. Moi, je ne suis pas alchimiste dans les faits. Je ne suis pas l'opérative, si vous voulez. Oui. Cela dit, un des alchimistes que j'ai rencontré récemment disait, moi je ne suis pas de son avis, mais en tout cas il le disait, il n'y a d'alchimie qu'opérative. Lui, c'est quelqu'un qui va le matin à l'aube recueillir de la rosée, et puis voilà. Donc moi, personnellement, je suis du même bord que mes auteurs persans et je considère que l'alchimie, ça consiste à transformer... se transformer soi-même. Oui, c'est ça. Et par là même, le monde autour de nous. Oui, enfin, dans la mesure où notre transformation se communique par analogie à ce qui nous environne. Avant de se quitter, Claire Kapler, je rappelle le titre donc du livre que vous avez coécrit. Donc c'est Alchimie aux éditions L'Harmattan, en compagnie de Suzanne Thiollier-Méjean et de plein d'autres chercheurs et chercheuses, puisque c'est une compilation de différents textes. Avant de se quitter, auriez-vous un livre que vous considérez comme étant une bonne introduction comme ça à l'alchimie, une espèce de première marche pour pouvoir peut-être aller plus loin, ouvrir d'autres portes? Alors oui, j'en ai deux. D'abord sur l'alchimie en terre d'islam, c'est le livre de Pierre Lori qui est remarquable. Lori s'écrit L-O-R-Y. Alchimie et mystique en terre d'islam, aux éditions Verdier, c'est absolument remarquable et c'est très clair. Et puis le bon vieux livre que je trouve pour ma part toujours très beau et très inspirant de Mircea Eliade, Forgerons et alchimistes. Les Français disent toujours beaucoup de mal de Mircea Eliade, mais je crois que c'est parce qu'il ne lui arrive pas à la cheville. Donc, moi, personnellement, je trouve que c'était un très grand esprit qui avait une immense connaissance et qui, en plus, a une façon très, très poétique et très inspirée de mettre les connaissances ensemble pour leur donner du sens. Donc, oui, Forgerons et alchimistes, on y trouvera quelque chose de fort et d'inspirant. Et puis, s'il y a encore autre chose, c'est un livre déjà un petit peu ancien, mais c'est par une très bonne spécialiste, Barbara Obrist. C'est aussi par un article de Barbara Obrist que s'ouvre notre livre. C'est sur l'imagerie alchimique. Voilà, c'est également un très bon livre. Alors, notre livre n'est pas exactement une compilation. En fait, c'était au départ un colloque que Suzanne Thiollier avait organisé à la Sorbonne. Et en fait, tous ces textes sont issus des conférences, mais ont été complètement écrits, je dirais même réécrits, pour faire un livre véritable et pour s'enchaîner d'une façon cohérente. En tout cas, c'est passionnant. Je prends beaucoup de plaisir à sa lecture. Je vous remercie et moi je prends beaucoup de plaisir à ce dialogue avec vous. C'est très gentil à vous. Écoutez, Claire Kapler, j'espère qu'on aura le plaisir de se retrouver pour d'autres livres que vous êtes en train d'écrire, je le sais, puisqu'on en a parlé un petit peu au téléphone ensemble. Et avec
avec grand plaisir. D'autres sujets, à ce moment-là, je me permettrai de vous appeler pour vous inviter à nouveau sur Sud Radio si vous le voulez bien. Eh bien, merci beaucoup et puis merci aussi à tous vos auditeurs. Bonne fin de soirée. Merci, au revoir. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedy, les aventuriers de l'étrange. Deuxième sujet, après l'alchimie arabo-persane, nous allons parler d'une conférence qui va se dérouler, ma foi pas tout de suite, mais on vous en parle dès ce soir pour que vous ayez le temps de la noter sur votre calepin et puis vous préparer à y aller. Il s'agit d'une conférence concernant l'expérience de mort imminente, sujet que nous avons très largement abordé dans les aventuriers de l'étrange avec de nombreux invités. Nous allons encore en parler ce soir parce que c'est un sujet passionnant qui vous passionne, nous le savons. Cette conférence donc aura lieu à Saint-Jean-de-Védas. Le lieu c'est Salle des Granges, place Puy de Gaux exactement, et ça se déroulera le 12 avril de 20h à 23h. Évidemment, toutes ces références seront sur le site psilande.org. Elles y sont déjà, me fait signe Pierre Massias, qui viendra nous rejoindre tout à l'heure. Elles y sont déjà sur le site psilande.org avec le numéro de téléphone, l'email pour vous renseigner, pour réserver. Et cette conférence est organisée par Nicole Canivinck qui est avec nous. Nicole Canivinck, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de venir nous rejoindre. Vous organisez cette conférence parce que le sujet vous a touché de près, si j'ose dire. Vous êtes ce qu'on appelle dans le jargon scientifique une expérienceur, c'est-à-dire que vous avez vécu vous-même une expérience de mort imminente, c'est ça ? Oui, tout à fait. Vous nous raconterez cela donc dans quelques instants. Nous avons également avec nous Jean-Jacques Charbonnier, que vous connaissez sur Sud Radio, puisqu'il intervient très souvent dans l'émission d'Éric Mazet. Et nous l'avons eu également comme invité dans Les Aventuriers de l'étrange. Jean-Jacques Charbonnier, bonsoir. Bonsoir, Louis Benedy. Comment ça va ? Très bien. Bon, Jean-Jacques Charbonnier, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et notamment d'un livre tout à fait intéressant concernant les expériences de mort imminente, parce que vous êtes toubib, docteur en médecine, et vous êtes anesthésiste. Voilà, je cherchais le terme. Et là, d'ailleurs, vous êtes à La Rochelle, je crois, hein ? Oui, c'est ça. Je suis invité à La Rochelle pour faire une conférence sur les expériences, les expériences de mort imminente. Mm-hmm. Et c'est véritablement un sujet qui est en train d'exploser. Je pense surtout depuis l'événement du 17 juin à Martigues. Oui, le congrès organisé, international à Martigues, oui. Voilà. Réunion internationale sur ce sujet organisée par Sonia Barcala. Je crois que c'est ce jour qui fait date maintenant désormais dans l'histoire des NDE. Mm-hmm. Et c'est depuis ce jour-là que tout a commencé, on peut dire. Tout à fait. Toutes ces conférences qui se multiplient autour de ce sujet. J'en profite d'ailleurs pour rebondir sur cet événement qui s'est déroulé à Martigues le 17 juin, puisque j'ai reçu pour les aventuriers de l'étrange à Sud Radio les actes du colloque, c'est-à-dire le livre avec les conférences, donc version papier écrite. Première rencontre internationale, l'expérience de mort imminente. C'est publié par S17 Productions et on peut se procurer donc l'écrit de toutes les conférences qui ont été diffusées durant cette journée à ce site internet s17production.com. Vous retrouverez également les références de ce livre tout à fait intéressant et primordial sur le site des aventuriers de l'étrange psilande.org. Jean-Jacques Charbonnier, vous restez avec nous. Vous allez écouter, bien que vous la connaissiez, j'imagine, Nicole Canivinck, qui va nous raconter, ma chère Nicole, votre expérience de mort imminente. Ça s'est déroulé il y a combien de temps d'abord ? Alors en fait, ça s'est déroulé exactement le 6 mai 2003. C'est très récent donc. Oui, c'est quand même assez récent. Oui. Et en fait, c'était lors d'un accident de voiture. Oui. C'était dans quelles circonstances ? Racontez-nous cela en détail. À cette époque-là, je vivais donc dans le Lot et j'allais passer un entretien en fait à la Chambre de commerce et d'industrie de Brive pour un poste de formatrice. Et donc c'est au retour de cet entretien, donc vers 12h30 à peu près, que ma voiture a quitté la route. Oui. Et que j'ai eu un accident très grave et que j'ai vécu ma NDE en fait à ce moment-là.
au moment où vous avez eu cet accident. C'est à ce moment-là que ça s'est produit. Oui, tout à fait. Puisqu'en fait, je suis revenue à un état de conscience, on va dire, normal, quand les secours sont arrivés et que, en fait, ils m'ont tenu la main, ils m'ont scandé d'ouvrir les yeux et de revenir. Ouais. Et donc, c'est là qu'après, je suis revenue tout à fait à un état de conscience ordinaire, on va dire. Ouais. Alors, que s'est-il passé alors ? Alors, en fait, il s'est passé que les souvenirs qui sont revenus tout de suite après, c'est que j'étais ailleurs, dans un autre espace, et j'ai vu en fait une très belle prairie, enfin, on pourrait l'appeler prairie clairière, avec une herbe bien taillée, bien verte, très belle. Et en fait, je n'avais pas de corps, je n'avais plus de corps, et ça a été une grande surprise pour moi. Puisque en fait il m'a semblé que j'étais à l'envers dans cet espace où je me suis retrouvée, et donc il m'a semblé que je faisais comme une pirouette sur moi-même, et c'est là que j'ai vu entre guillemets que je n'avais pas de corps, et j'ai eu un temps de surprise, mais qui est très vite passé. Oui. Quand vous dites j'étais à l'envers, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait le haut était en bas et voilà, vice versa. Le haut était en bas et le bas en haut, donc en fait j'avais l'impression de voir cette clairière à l'envers. D'accord, ouais. Comme si l'image était mal tournée. Voilà, c'est ça. Voilà, oui, d'accord. Et donc, bon, je me suis habituée assez rapidement à ce nouvel état, on va dire. Et j'ai regardé devant moi. Et c'est là que sont apparus, au loin, à l'horizon, en fait, des êtres. Alors, je les ai appelés, en fait, les êtres de lumière, parce que je ne sais pas leur donner vraiment un nom. Et donc, ils étaient assez nombreux. Ils devaient être une bonne dizaine. Oui. Et ils étaient sur à peu près 2 lignes. Donc il y avait des petits devant et des plus grands derrière en taille. Et en fait, ils glissaient vers moi. Et à leur approche, en fait, j'ai ressenti un amour incroyable qu'on peut pas vraiment définir avec des mots terrestres. Oui. Et qui est un amour d'une infinie bonté, d'une infinie puissance, un amour qui nourrit vraiment. Et également, j'ai entendu leur rire, parce que c'était extrêmement joyeux, et que leur rire, vraiment, c'était comme des petits carillons très très gais, et ça emplissait vraiment tout cet espace. Là, vous étiez revenu à une vision normale, c'est-à-dire que le haut était en haut et le bas en bas. Oui, tout à fait. Très bien. Ouais. Et vous les avez approchés de très près, ces êtres que vous avez aperçus? Moi, j'ai pas bougé parce que j'étais quand même, je n'avais pas peur du tout. J'avais même l'impression d'avoir retrouvé ma vraie demeure. Donc, je n'avais pas de peur, mais je n'ai pas bougé parce que peut-être j'étais un peu surprise. Je sais pas exactement. Ouais. Puis la puissance, si vous voulez, la puissance de cet amour est quand même extrêmement forte. C'est vraiment ce qu'on pourrait appeler l'amour inconditionnel sur Terre. Oui. Et donc, voilà, moi, j'ai pas bougé. C'est eux qui arrivaient vers moi, en quelque sorte en glissant, parce que j'avais pas vraiment un corps, comme on peut dire, un corps terrestre. Oui. Vous avez donc, pour décrire ces êtres de lumière, il y avait une forme humaine, je veux dire un torse, des bras, des jambes, une tête, ou c'était plutôt un halo, quelque chose de moins... Oui, c'était plutôt un halo, alors qu'il pouvait quand même avoir l'aspect dans sa présentation, si on peut dire, l'aspect d'une forme humaine quand même. Mais il n'y avait pas vraiment, voilà, j'ai pas vu des têtes, des jambes et des pieds. C'était plutôt, voilà, un aspect d'apparence humaine, et puis c'était plutôt un halo blanc, très très lumineux, mais bon, qui faisait pas, enfin, j'allais dire qu'il faisait pas mal aux yeux, mais en même temps, j'avais pas vraiment mes yeux. Et est-ce qu'il y a eu une communication? La seule communication dont je me souvienne, en tout cas à ce jour, puisque j'ai jamais que 3 ans et demi de recul sur mon expérience, c'est juste cet amour immense et cette joie immense aussi. Et ça, ce sont pour moi ces 2 communications que j'ai reçues pleinement, en tout cas. Oui. Et ensuite, que s'est-il passé? Ensuite, tout s'est arrêté brusquement.
Et je pense que là, c'est une supposition par contre, c'est une déduction plutôt de ma part. Je pense que tout s'est arrêté, en fait, à mon sens, à l'arrivée des secours dans ma voiture, puisque, en fait, les pompiers ont dû me désincarcérer, puisque j'avais percuté un arbre très violemment. Et donc, ils sont entrés dans la voiture, et donc, effectivement, ils me tenaient la main, et puis ils me scandaient d'ouvrir les yeux. Oui. Donc, je pense que là, voilà, cet acte-là, physiquement, sur mon corps physique, a arrêté complètement l'expérience. Ouais. Vous n'avez aucun souvenir lorsque ce choc s'est produit. Il n'y a pas eu d'intermédiaire entre le choc et puis cette présence dans cette prairie ou cette clairière. Ça a été tout de suite basculé dans direct. Cette clairière, quoi. Oui, direct. Ouais. Oui. Et le retour s'est fait de la même manière, de manière aussi abrupte aussi. Tout à fait, oui. Tout à fait. C'était très direct aussi. Et très désagréable pour moi. J'imagine. Oui, parce qu'en plus, j'ai retrouvé une souffrance terrible dans le corps, puisque j'ai eu effectivement des choses très lourdes sur le plan physique. En tout cas, au niveau corporel intérieur, puisque par contre, je n'avais pas une égratignure à l'extérieur. Ah oui. Pourtant, vu la violence de l'accident et du choc, c'est étonnant. Et c'est vrai que là, oui, j'ai retrouvé vraiment la terre et puis surtout la douleur très très intense dans tout mon corps, puisque j'avais 10 côtes cassées, j'avais une hémorragie au poumon, j'avais la colonne vertébrale fracturée à plusieurs endroits, donc c'était très 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 douloureux. Ah oui, j'imagine, effectivement. Mais alors, comment avez-vous pris conscience de ce que vous était arrivé? Parce que j'imagine que quand vous êtes revenu à vous, c'est la douleur qui a primé, c'est le stress, l'angoisse, enfin tout ça a dû revenir d'un coup. Oui. Et vous n'avez pas tout de suite repensé à là où vous étiez, j'imagine. Non, pas dans l'instant. En fait, c'est revenu quand même très vite parce que c'est revenu en soins intensifs à Rangueil. Oui. Donc j'ai été transférée à l'hôpital et là c'est revenu quelques jours, je pense, à peine après mon accident. Et j'en ai parlé en fait à ce moment-là, j'en ai parlé quand j'ai pu parler, puisque je pouvais pas parler tout de suite. Oui. J'en ai parlé à ma mère simplement, une seule fois. Et c'était donc en soins intensifs à Rangueil, donc quelques jours à peine après l'accident. Oui. Et lorsque ces souvenirs sont revenus dans votre mémoire, quelle a été votre réaction? De l'incrédulité, de la certitude d'avoir vécu réellement cela? Qu'avez-vous ressenti? Alors sur le moment, j'ai eu la certitude d'avoir vécu cela. Et en fait, c'est plutôt après que j'ai voulu classer cette expérience quelque part dans ma tête, parce que c'était en même temps trop fort. Bouleversant, trop fort, oui, et puis trop intense aussi dans les questions que ça suppose de vivre une expérience pareille et de considérer que finalement la mort n'est pas vraiment la mort, enfin, etc. Donc c'est quand même de longues questions qui arrivent après à la conscience. Ça bouscule pas mal de choses, effectivement. Oui, énormément, oui. Oui. Et où en êtes-vous actuellement de votre réflexion? Alors aujourd'hui, je dirais que ça va beaucoup mieux, parce que je voudrais quand même souligner que c'est une expérience qui effectivement est merveilleuse, mais qui est quand même un petit peu difficile à intégrer. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ma quête et mon objectif dans l'avenir, de m'inscrire dans l'étude des processus d'intégration de ces expériences. De le digérer, vous voulez dire? Oui, et de les digérer, puis de les intégrer à sa vie de façon, je dirais, harmonieuse, pour qu'elles soient porteuses de sens et puis de valeurs, parce que c'est des expériences qui modifient beaucoup les valeurs et donc c'est vrai que moi ma vie a changé parce que mes valeurs de fond ont changé. Et donc par rapport à ça, pour donner un exemple précis, j'étais directrice commerciale avant, dans la publicité, donc dans les médias, pendant une douzaine d'années. Et puis c'est vrai que là j'ai réorienté ma carrière. Je fais une formation de formateur, donc je suis formatrice et puis en parallèle je mène des études pour devenir sophrologue. Oui, vraiment tourné vers les autres là pour le coup. Il n'y a plus l'envie de la gagne, de la compétition, tout ça quoi. Voilà,
exactement. Donc, oui, là, vous avez jeté tout ça aux orties, là, oui. En fin de compte, je pense que c'était une partie de ma vie et quand j'ai vécu comme ça, c'était positif pour moi. Bien sûr. Et puis là, vraiment, c'est comme une deuxième partie de vie et donc que j'aborde différemment parce que voilà, j'ai des valeurs qui sont montées, qui sont très profondes et très fortes et que oui, j'ai envie de pouvoir les partager aussi avec d'autres ou d'aider, d'essayer d'aider les autres. Donc, en tout cas, ce qui a l'air évident pour vous, c'est que cette expérience que vous avez vécue est en train de transformer de manière très profonde votre vie. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Si ça n'est pas indiscret, vous aviez quel âge lorsque vous avez eu cet accident de voiture ? 35 ans. Jeune donc. Oui. Et vous l'êtes toujours par la même. Oui, merci. Bien. Nicole Canivin, je rappelle que vous organisez une conférence qui va se dérouler à Saint-Jean-de-Védas dans l'Hérault, c'est ça ? Oui, c'est ça, près de Montpellier. Près de Montpellier, le 12 avril, donc de 20h à 23h. On a toutes les références sur le site des aventuriers de l'étrange, psylande.org, et qu'il y aura comme invité Jean-Jacques Charbonnier, Jean Morzel, qui a été également notre invité, Gilles Bédard de Yance, Québec, Sylviane Vrazen, qui a vécu comme vous une expérience de mort imminente, et vous-même donc, en tant que témoin. Jean-Jacques Charbonnier est en notre compagnie depuis tout à l'heure. Jean-Jacques, quelle est votre analyse, vous, de ce cas, de ce qu'a vécu Nicole ? Je découvre en même temps que toi ce récit de NDE de Nicole Canivin. Je ne connaissais pas du tout. Oui. Et en fait, on retrouve les thèmes récurrents de ces expériences de mort imminente, à savoir donc l'impression, c'est plus qu'une impression, c'est une certitude, d'avoir obtenu l'amour indicible au contact de la lumière, d'avoir aussi donc un retour plus ou moins douloureux, plus ou moins difficile, avec une certaine nostalgie de cet état dans lequel on était lorsqu'on était à l'approche de la lumière. Oui. Et puis la transformation évidente de Nicole, qui nous dit que maintenant, désormais, elle est tournée vers les autres, etc. Donc tout ça, ce sont des thèmes que l'on retrouve dans les récits des expérienceurs. Et c'est toujours merveilleux de les écouter. Mais nous, les scientifiques, les médecins, on aura beau essayer de comprendre, de résoudre tout ça avec des courbes, etc. On n'arrivera jamais à pouvoir donner l'explication de cet amour qui est perçu au contact de la lumière, ni de cette lumière non plus. On ne sait pas. De toute façon, eux-mêmes ont du mal à pouvoir décrire avec des mots ce qu'ils ont vécu. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que maintenant, le monde scientifique et médical en particulier, accepte tout à fait ce genre de discours, et les oreilles attentives qui seront au chevet des gens qui se réveillent de coma plus ou moins profonds, ou de gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, oui. Ces oreilles-là seront capables d'entendre. Il n'y a pas plus tard qu'une semaine, j'ai reçu donc un projet de thèse médicale sur les expériences de mort imminente. On m'a demandé de diriger cette thèse. C'est un professeur de médecine parisien, de réanimation, qui va faire cette thèse par un de ses élèves, qui va devenir médecin, publiant cette thèse. Oui. Et on se rend compte bien là qu'on est en train de normaliser l'expérience de mort imminente, qui ne devient plus du tout du domaine du paranormal. C'est quelque chose qui devient tout à fait normal. Oui. Il y a 10 ans, ce genre de sujet de thèse aurait été complètement impensable. Il y a eu des thèses prudentes sur ce sujet, mais maintenant les thèses sont beaucoup plus, je dirais, je viens de la lire, celle-ci, elles sont un petit peu plus avant-gardistes, parce qu'il suffit pas de réciter les stades des expériences de mort imminente, il faut aussi savoir que maintenant on est capable de dire, et c'est ça une des grandes révolutions du consensus de Martigues, c'est de dire qu'un état de conscience modifié est possible lorsque le cerveau s'arrête de fonctionner, puisque maintenant on est capable scientifiquement de savoir à quel moment un cerveau s'arrête de fonctionner, c'est-à-dire lorsqu'un électroencéphalogramme, un potentiel évoqué auditif est plat, qu'un cerveau ne reçoit plus de sang, qu'un cerveau est en hypothermie et donc ne fonctionne plus. Eh bien, des gens, pendant cette période, ont été capables de décrire et de percevoir des choses qui étaient bien réelles, et non seulement leur corps, mais l'environnement qui était tout autour de leur corps, et même ce qui se passait à distance de leur corps. Donc on voit bien là que
il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, mais je pense que quand on est même un scientifique, il faut avoir l'humilité de dire on ne comprend pas, mais le phénomène existe. Et ce n'est pas parce qu'un phénomène n'est pas explicable qu'il n'existe pas. Donc nous, en tant que scientifiques, on se doit de rapporter les événements tels qu'ils ont été vécus et tels qu'ils ont été perçus par les expérienceurs, en essayant de comprendre peut-être avec des modèles de pensée, comme le fait d'ailleurs mon ami Jean-Pierre Jourdan, qui a écrit ce livre Deadline, où lui propose un modèle de pensée sur les expériences de mort imminente. Je pense que chaque explication a le mérite d'avoir donc eu une approche d'un phénomène qui doit être analysé ensuite. Et après, on peut dire tout se passe comme si Pin van Lomen, etc. Un modèle de pensée qui correspond à ce qui est la réalité des choses, à ce qui a été donc répercuté par le témoignage de ces expérienceurs. Oui. Dans quelques minutes, nous allons recevoir des témoignages de personnes qui ont vécu des phénomènes paranormaux. Je rappelle que si c'est votre cas, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Morad est au standard pour recueillir vos appels. Pierre Massias et Thomas Rabéron seront à mes côtés pour analyser vos témoignages. Mais en attendant, continuons cette conversation avec Nicole Canivinck. Nicole, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer d'autres personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente? Oui, tout à fait. Effectivement, j'ai organisé d'ailleurs avec Yann France, donc aussi avec le docteur Jourdan et Bruno Mansuy, un groupe de parole en fait à Montpellier en septembre dernier, parce que je m'étais bien évidemment rendu compte que c'était un sujet qui restait quand même un petit peu confidentiel encore. Et c'est vrai que bon, le travail qu'a fait Sonia à Martigues est extraordinaire pour ça. Sonia Barcarel, oui. Oui, elle a quand même levé un voile très très important en France, donc ça c'était essentiel. Et je m'étais aperçue aussi que c'était important de pouvoir verbaliser cette expérience, que c'était vraiment une chose assez fondamentale pour ceux qui l'ont vécu, puisqu'il y a toujours un peu le risque, si vous voulez, de passer pour un illuminé, quelque part. Bien sûr. Et donc, pour que les personnes puissent avancer, je dirais, dans leur propre intégration de cette expérience, c'est très important de la mettre en mots. Et donc, c'est ce qu'on a fait en septembre, et c'était une merveilleuse journée. Ouais. Dites-moi, la première fois que vous avez rencontré une personne dont vous saviez qu'elle avait vécu, comme vous, une expérience de mort imminente, ça doit établir un drôle de rapport, non, entre ces deux personnes, en même temps intime et en même temps étranger, parce que c'est un étranger que vous ne connaissez pas. Étrangement, c'est un rapport presque intime qui se fait très vite. Oui. Très très vite, parce que en fin de compte, on a vécu plus ou moins la même chose. C'est vrai qu'il y a des étapes plus ou moins, mais en tout cas le fond reste le même. Et donc il se crée un lien particulier qui donc très vite nous met dans une intimité, une proximité. Oui. Donc ça c'est vrai. Ouais. Et ça doit faire un bien fou également de pouvoir échanger avec une personne qui a vécu cela pour, comme vous le disiez, essayer d'intégrer cette expérience. Oui, tout à fait, c'est très important parce que c'est comme je dirais dans la vie courante, quelqu'un qui par exemple a un cancer, pouvoir parler de son cancer avec d'autres personnes qui ont un cancer, ça va l'aider. Donc effectivement, c'est assez essentiel pour moi de créer des petits groupes comme ça où les gens peuvent parler en toute confiance et sans jugement et dans le plus grand respect. Vous êtes sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Nous parlons des expériences de mort imminente avec Nicole Canivinck qui a vécu ce genre d'expérience et Jean-Jacques Charbonnier qui est docteur en médecine et anesthésiste. Jean-Jacques Charbonnier, lors des conférences, est-ce qu'il vous arrive quand même souvent de rencontrer des gens qui ont vécu des expériences de mort imminente ou est-ce que ça reste quand même assez rare? Il faut dire que le public qui vient assister à mes conférences est assez ciblé, mais moi je suis surpris parce que je fais le test à chaque fin de conférence. Bien sûr, Je demande aux expérienceurs de se signaler simplement, pas pour les faire témoigner, parce qu'il y en aurait trop, c'est dire à quel point il y en a. Ah oui. Oui, c'est très surprenant. Et chaque fois, dans la salle, les bras se lèvent et il y a beaucoup d'expérienceurs. Je dirais, comme ça, à vue de nez, il y a...
je dirais, un quart de l'Assemblée, un petit quart de l'Assemblée qui a vécu des expériences de mort imminente ou des décorporations. Je fais un petit peu l'amalgame entre les deux, parce que maintenant, il y a aussi un consensus là-dessus. On peut vivre un état de décorporation sans forcément être proche de la mort. Et lorsque je signale aussi dans ma conférence ces exemples de personnes anesthésiées qui à aucun moment n'ont été en danger de mort et qui pourtant ont voyagé pendant les anesthésies générales, ont pu décrire ce qui se passait dans le bloc opératoire à côté, et ça sans qu'il y ait le moindre souci vital au niveau de l'anesthésie. Donc ça montre bien quelque chose de nouveau aussi. Ce phénomène de décorporation est possible en dehors des expériences de mort imminente. Mais ça, on arrive, nous, un petit peu à la traîne, je dirais, les scientifiques, puisque les chamans savaient depuis longtemps qu'on pouvait sortir du corps sans forcément être en danger de mort. Mais pour en revenir donc à ma question initiale, il y a beaucoup de gens, il y a pas mal, une quantité significative de personnes en France qui ont vécu ce genre de phénomène. Oui, alors d'après l'Institut Gallup, il y aurait, c'est un chiffre ahurissant, 1,8 million de personnes, de témoignages qui ont été signalés en France, presque 60 millions à l'échelon planétaire. C'est dire si l'événement est considérable, et sûrement c'est un chiffre qui est encore sous-évalué parce qu'il y a encore des gens qui ne témoignent pas. Et de même, on dit les expériences de mort imminente négatives et les expériences de mort imminente positives, parce qu'il y a aussi les expériences de mort imminente négatives. Malheureusement, il y a des moments où ça se passe pas, c'est pas aussi formidable que c'est décrit dans ces expériences positives, dites positives, parce que où tout est merveilleux. Il y a des fois où c'est véritablement l'enfer. Mais en fait, dans ces expériences de mort imminente négative, alors là, les chiffres sont très variables, puisqu'on parlait de 4, puis de 11%, et puis maintenant, il y a un confrère américain qui s'appelle Maurice Rowling, qui vient de publier un livre en 2006, où lui, il dit que ce chiffre est beaucoup plus important que ça, parce que il dit, oui, Raymond Moody, c'est un philosophe, c'est un psychiatre, il est devenu psychiatre, mais il n'est pas comme moi réanimateur, et il n'a pas eu affaire à des gens qui venaient de vivre leurs expériences de mort imminente, avec des sondes introduites dans le cœur pour récupérer un cœur, etc., où la personne disait que c'était affreux dans la seconde qui suivait, quoi, et puis ensuite elle se souvenait pas. Mais finalement, ces expériences de mort imminente négatives deviennent au final quelque chose de positif, puisque les expérienceurs disent, on sait ce que c'est qu'une expérience de mort imminente négative, mais on ne l'aura jamais plus, parce qu'on sait maintenant comment il faut se comporter sur Terre pour ne plus avoir d'expérience de mort imminente négative. Oui, donc c'est quand même assez fabuleux, parce que ces gens-là qui ont eu ces expériences-là n'ont pas non plus peur de mourir, parce qu'ils savent qu'ils n'auront plus d'expérience de mort imminente négative, parce qu'ils savent comment il faut se comporter dans la vie. Donc voilà, tout ça pour dire que les statistiques sont tout à fait aléatoires. Quand on dit un nombre d'expérienceurs, une photographie, une étude prospective pour savoir quel est l'état quel est l'état du nombre d'expérienceurs dans le monde et même en France, c'est très difficile de dire il est de 1,8 million. Parce que, oui, évidemment. C'est très compliqué pour pouvoir ressentir tout ça. Merci beaucoup en tout cas Jean-Jacques Charbonnier d'avoir participé durant ces quelques minutes à cette conversation. Je rappelle que vous serez présent à cette conférence qui va se dérouler le 12 avril à partir de 20h à Saint-Jean-de-Védas à côté de Montpellier, salle des Granges. Vous avez toutes les références bien entendu sur le site des Aventuriers de l'étrange. Ce site c'est psyland.org. Nicole Canivinck, merci beaucoup. Merci infiniment. Et puis, je suppose que vous allez organiser d'autres conférences et d'autres rencontres, bien entendu. Écoutez, si en tout cas c'est nécessaire et utile, oui, tout à fait. Bien. Tenez-nous au courant, plus que l'on puisse en parler à chaque fois, en tout cas. D'accord, merci infiniment de votre accueil. C'est avec plaisir. Au revoir. Merci, bonsoir.
La conférence donc, l'expérience de mort imminente, avec comme invité Jean-Jacques Charbonnier que vous venez d'entendre, Jean Morzel qui a été également l'invité des Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, Gilles Bédard de Yantz Québec, Yantz qui est une association qui s'occupe d'aider ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente et de collecter des informations dans ce sens. Et puis il y aura également les expériences relatées de Sylviane Vrazen qui sera présente, et puis de Nicole Canivinck que vous venez d'entendre, qui sera également présente pour cette conférence. Toutes les références sur psiland.org, le site des Aventuriers de l'étrange. Une pause et on se retrouve dans quelques instants avec Thomas Rabeyron qui fait partie du groupe des étudiants de l'Institut Métapsychique International, Pierre Massias qui est précisément le webmaster du site des Aventuriers de l'étrange, psiland.org, et puis vos témoignages. Si vous avez vécu quelque chose de l'ordre du paranormal, eh bien n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous appelez Morad qui est au standard au 0826 300 300, 0826 300 300, ou vous pouvez également intervenir par le biais des SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous envoyez votre Sud un espace, vous envoyez votre commentaire, votre question, votre réaction au 71 200 et je m'en ferai le porte-parole. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Bénédy, les Aventuriers de l'étrange. Dernière partie de l'émission, troisième sujet, vos témoignages au 0826 300 300, 0826 302 fois. Morad est au standard pour recueillir vos questions. À mes côtés, deux intervenants qui vont m'aider à analyser vos témoignages et à apporter des débuts de réponses. Pierre Massias, bonsoir. Bonsoir Louis. Alors je compte sur toi pour mettre en ligne évidemment la conférence, elle y est déjà. Elle y est avec la fiche que nous a transmise. Voilà, et mettre en ligne toutes les informations concernant les livres que l'on cite, le livre de Jean-Jacques Charbonnier qui est également référencé sur psiland.org qui est le site des Aventuriers de l'étrange, avec évidemment toutes les informations et toutes les podcasts. Toutes les émissions, oui, disponibles donc, avec d'ailleurs celle d'hier est déjà disponible. Et puis toutes les références, les liens pour pouvoir se procurer les ouvrages, Bien. Toutes les références qu'on cite. Bien. Un nouveau venu dans les Aventuriers de l'étrange, Thomas Rabeyron, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en notre compagnie. Alors, comme Renaud Évrard, que vous connaissez bien, j'imagine. Oui, je le connais bien. Oui. Bien. Thomas Rabeyron, vous êtes membre du groupe d'étudiants de l'Institut Métapsychique International. Vous êtes doctorant, c'est comme ça que l'on dit, c'est-à-dire que vous êtes en train de réaliser un doctorat en psychologie clinique, hein, c'est ça ? Voilà, c'est ça, une thèse. Voilà, une thèse, oui. Parlons ça. Thésard ou doctorant, les deux sont possibles. Ah d'accord, oui, très bien. Et quel est le thème de cette thèse ? Est-ce que c'est un rapport avec les phénomènes paranormaux par hasard ? Alors oui, complètement, oui. Donc c'est le titre, si vous voulez, technique, c'est approche psychodynamique et psychopathologique des expériences exceptionnelles. Sachant que le terme d'expérience exceptionnelle est un terme qui renvoie, qui est à peu près synonyme du terme expérience vécue comme paranormale. D'accord, très bien. Vous avez réalisé d'ailleurs, écrit un mémoire, hein, d'ailleurs, sur ces... Voilà, l'année dernière en master recherche, j'ai fait un mémoire sur ce même thème. Bien. Alors, Thomas Rabeyron, bienvenue dans les Aventuriers de l'étrange. Merci. Et ensemble, nous allons écouter attentivement les témoignages de nos auditeurs et auditrices qui pensent avoir vécu des phénomènes paranormaux et essayer de leur apporter des pistes de réflexion ou au moins quelques débuts de réponses. Pour commencer, nous avons Anne-Marie qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va. Bon, pas trop le trac, ça va ? Si, quand même. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Même si Pierre Massias n'est pas très sympathique comme garçon, mais il fait il fait des efforts, il est bien. On va demander aux auditeurs. Alors, ma chère Anne-Marie, vous nous appelez de l'Ariège, hein ? Oui. Voilà. Et vous voulez nous parler de quelque chose qui vous intrigue. Oui. C'est mon chat. Voilà, concernant votre chat. Un comportement étrange, oui. Ouais. Alors, racontez-nous comment ça se passe. Ça a commencé il y a combien de temps d'abord ? Bon, il y a quelques semaines. D'accord, donc c'est assez récent. Oui, c'est récent. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait votre chat ? Mais voilà, il est couché dans son panier parce qu'il est vieux, alors il ne se déplace plus tellement. Mais
Donc, à un moment donné, il se dresse un petit peu dans son panier, quoi. Et puis, il regarde. Alors, il suit des yeux, on voit au plafond, sur le mur, le long du mur, vers une porte, vers le sol. Et puis, il s'arrête à un moment donné, et puis il fixe. Et quand c'est fini, il se recouche, et puis il fait un petit miaulement. Et même un miaulement aussi, quelquefois, au début, quand il commence à faire ça. Ouais. Et c'est très rapide, son déplacement est très rapide. Un peu comme, je vais vous donner un exemple, quand on prend une lampe de poche et puis qu'on regarde comme ça le long d'un mur, ses yeux font comme ça aussi. Ouais. Ça balaye vite. Ça dure combien de temps, ce temps d'observation? Oh, je sais pas, 10 secondes. Ouais. C'est relativement court, donc? Oui, c'est relativement court, mais ça se produit ici, avant de vous avoir, là, pendant une demi-heure, il l'a fait. Encore. Oui. Et il le produit, enfin, ça se produit régulièrement, une fois par jour ou plusieurs fois? Plusieurs fois par jour. Quelle que soit l'heure, il n'y a pas d'heure. Oui, même la nuit, quelquefois, ça m'arrive d'être réveillée, d'être dans le noir, et puis je l'entends avec un petit miaulement, et j'allume, et puis je le vois en train de regarder ou au-dessus du lit, ou alors parce que je le mets dans la chambre. Ouais. Et puis il suit aussi, pareil, le long de la penderie, partout. C'est un chat que vous avez depuis longtemps? Oui, 18 ans et demi. Ah oui, effectivement, donc vous le connaissez bien. Oui. Ouais. Et il n'avait jamais fait ça auparavant? Non, jamais. Non. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un changement particulier dans votre vie, dans le cours de la maison? Oui. Au début de l'année, nous avons dû faire piquer notre chienne qui avait 15 ans et demi et qui était malade. Ah. Et il avait l'habitude avec le chat. Oui. Le chien, donc... Ils étaient très liés, tous les deux? Ils ne se côtoyaient pas trop. La chienne n'aimait pas trop quand il venait se coller sur elle, mais ils s'entendaient bien quand même, quoi. Il n'y a jamais eu de violence. Oui. La preuve, le chat venait se coller sur... oui, quelquefois, on aurait dit qu'il le prenait pour sa maman, quoi. Oui. Et donc, vous pensez... est-ce que ces phénomènes ont commencé suite à la disparition de votre chienne? C'est aux alentours, oui. Je ne saurais plus dire si c'est un peu avant ou un peu après, mais c'est à peu près à ce moment-là. Et son regard, vous avez l'impression que son regard suit quelque chose que vous ne voyez pas. Allô? Oui. Ah, Anne-Marie. Voilà, oui. d'accord. Vous avez l'impression très nette que son regard suit les mouvements de quelque chose que vous ne voyez pas. Voilà, oui, c'est ça. Et cette semaine, j'ai même commencé à faire des photos aux endroits où je le vois regarder. Je prends des photos. Au moment où il le fait? Oui, au moment où il le fait. Moi, je trouve que c'est pas du tout bête comme réaction, au contraire. Est-ce que vous avez fait développer ces photos? Non, pas encore. Je vais les faire développer ici. Bon. Prochainement, parce que la pellicule n'est pas finie, elle était neuve, donc... Vous nous tenez au courant, parce que ça peut être tout à fait intéressant. Oui. Et rien d'autre de particulier dans la maison depuis le début de ce phénomène? Non, à part la mort de la chienne, non, pas du tout. Ouais. Rien de spécial. Pierre Macias, qu'en penses-tu que penses-tu de ce genre d'attitude comme ça, de ce vieux chat dont on a l'impression qu'il voit quelque chose que nous on voit pas? Je voudrais même ajouter, si vous permettez, bien sûr. Il y a des fois, c'est 3 ou 4 fois, je l'ai surpris en train d'avancer sa patte comme pour attraper quelque chose aussi. Ouais. Et il n'y a pas d'insectes, il n'y a rien dans la maison, quoi. Parce que la première fois, quand je l'ai vu faire, je pensais qu'il suivait une mouche ou quelque chose. Oui, voilà. Oui. Il n'y avait rien. Ouais. Il n'y a rien. Bonsoir, Anne-Marie. Oui, bonsoir. Là, on est, je dirais, au début d'une observation de quelque chose de bizarre qui se passe. Là, j'aurais du mal à envisager un phénomène paranormal. Dans la mesure où, mais c'est simplement, j'aurais du mal. C'est parce qu'on se trouve au début, je dirais, d'une observation. Oui. Donc, par exemple, on verra ce que vont donner vos photos, si elles donnent quelque chose. Oui. Et en tout cas, elles pourront nous donner peut-être davantage d'indications. Mais dans un premier temps, dans la mesure où le chat est quand même très âgé, je me demande si c'est pas simplement un problème physiologique, c'est-à-dire
quelque chose qu'il aurait dans l'œil, une tache qu'il aurait dans un œil, dans les yeux, étant donné son âge. Et quand il bouge les yeux, la tache se déplace en même temps, et finalement, en essayant de suivre la tache qui se déplace parce qu'elle est collée sur l'œil, sur la pupille, il va donner l'impression de regarder dans tous les sens, de suivre quelque chose. Effectivement, il va suivre quelque chose, c'est la tâche. Comme nous, des fois, on peut avoir même des taches dans l'œil, et puis quand on bouge les yeux, c'est vrai qu'on l'a toujours, et c'est pénible, c'est énervant. C'est énervant si on se concentre dessus. J'avais pas fait ce rapprochement, donc il faut se le sortir de l'esprit, et puis le chat, finalement, si c'est ce qui lui arrive, finalement, il va s'en lasser, et c'est là où il va s'arrêter. Et donc ça peut le prendre à n'importe quel moment. Ensuite, le rapport au décès de la chienne, les deux sont quand même âgés, donc on peut dire une coïncidence peut-être, mais pas forcément aller plus loin. L'idée qu'a eu Anne-Marie de prendre des photos, c'est plutôt une bonne idée, je trouve, finalement. Dès qu'on est confronté à quelque chose qui nous paraît étrange, anormal, il est toujours bon de garder des traces. Alors que ces traces, elles peuvent être de tous ordres. C'est-à-dire aussi bien enregistrement audio, écrire, photos, etc. Tout ça. Il est très important de garder quelque chose au moment où on l'observe pour conserver l'observation dans son état le plus immédiat, dans son état le plus descriptif en fait, puisque ensuite la mémoire va éventuellement faire évoluer le souvenir. Thomas Rabeyron, qu'en pensez-vous? Je rejoins ce que dit Pierre Massias. Je pense qu'il faudrait l'avis d'un vétérinaire tout d'abord pour comprendre un peu ce qui se passe au niveau du chat, s'il n'y a pas un problème biologique repérable. Et puis c'est vrai que moi j'entendais dans ce que disait Anne-Marie que c'est assez fréquent qu'on retrouve comme ça dans des témoignages de ce type, après un décès d'une personne ou d'un animal, la recherche dans l'environnement de la personne, des signes. Et moi ça me donnait envie de demander à Anne-Marie comment elle avait compris ce comportement du chat. C'est-à-dire si vous l'aviez relié par exemple avec le décès de la chienne, dans l'idée par exemple que le chat verrait la chienne décédée par exemple. Oui, éventuellement aussi, oui. Voilà, donc si vous voulez, quand on a une conviction de ce type, c'est vrai que souvent les personnes vont rechercher effectivement des signes allant dans ce sens. Alors après, ça ne nous dit pas grand-chose de la réalité objective des faits. Et là, effectivement, vous avez raison de prendre des photos et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Mais voilà, donc c'est vrai qu'il faudrait essayer de vérifier, notamment par un vétérinaire, je pense, avant d'aller chercher d'autres hypothèses. D'accord. Ma chère Anne-Marie, quand est-ce que vous aurez ces photos? Mais cette semaine ici, je vais essayer de les faire développer rapidement. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant. Ah oui, tout à fait. Oui, ce serait intéressant. Oui, vraiment. Et votre chat, est-ce que, parce que là on peut-être avoir un début de réponse, est-ce qu'il voit bien ou est-ce qu'il commence à être un petit peu aveugle, peut-être parce qu'il a 18 ans et demi quand même. Il a 18 ans et demi, oui. C'est très très vieux pour un chat. Oui. C'est rare d'ailleurs, même que les chats arrivent à cet âge-là. Oui, en plus, c'est vrai qu'on pensait qu'il serait mort avant, parce que quand il avait 2 ans et demi, il avait attrapé une péritonite infectieuse féline, et ça, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin. Il avait été une semaine chez le vétérinaire en perfusion, avec des traitements. Il a eu 2 fois après la même maladie, mais sur 1 an de temps, mais moins. Et depuis, c'est vrai qu'après, on n'avait plus eu de problème. Et en revanche, je pose la question comme ça tout à fait par hasard, pas de phénomènes étranges ou paranormaux que vous auriez vécu ou dans la maison? Non. Il n'y a pas de rapport que l'on pourrait faire avec éventuellement ce que vit le chat. Non. Il a toujours eu un comportement en 18 ans de chat. Oui, voilà, oui. Bon. En tout cas, vous nous tenez au courant, ma chère Anne-Marie, concernant ces photos. Oui, c'est entendu. Très bien, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous. Merci Anne-Marie. 0826 300 300. Vous nous appelez si vous avez vécu quelque chose qui est de l'ordre du paranormal. 0826 300 300. Vous pouvez également nous contacter par SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace et puis vous rédigez votre question, votre réaction, votre commentaire et vous envoyez le tout au 71 200. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange.
0826 300 300, vos témoignages. Vous pouvez nous appeler si vous pensez avoir vécu quelque chose qui est de l'ordre du paranormal, avec Pierre Macias qui dirige le site internet des aventuriers de l'étrange, psylande.org, et avec Thomas Rabéron qui fait partie du groupe des étudiants de l'Institut Métapsychique International. Nous essaierons de vous apporter des débuts de réponses, des débuts d'explications, autant que faire se peut, bien entendu. Et là, nous avons Josette qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Josette. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? De Ballaruc-les-Bains dans l'Hérault. Ballaruc-les-Bains dans l'Hérault. Voilà. Et alors, excusez-moi, il y a un courant d'air dans le studio, je viens d'attraper froid. Ma chère Josette, vous avez vécu quelque chose qui visiblement a l'air d'être tout à fait particulier et j'avoue assez exceptionnel. Ben oui, c'est bizarre. Qui s'est déroulé il y a plusieurs années déjà. Oui, ça fait 30 ans presque. Ah oui, 30 ans. Ça fait 30 ans, c'était dans les Deux-Sèvres. Voilà, bon, on avait acheté une ancienne ferme que mon mari avait toute refaite. On avait gardé que la structure, c'est-à-dire le toit et les 4 murs. Le toit intérieur a été tout refait. Et je venais d'avoir un bébé qui avait 3 mois. Et j'avais 3 enfants, mon mari donc. Et c'était un petit hameau isolé. Et un matin, vers 10h, 10h30, donc mes enfants étaient à l'école, mon mari était au travail, j'étais seule à la maison avec le bébé, qui dormait dans son berceau, dans sa chambre. Et j'étais au lavabo, dans la salle de bain, et je lavais de la layette à la main, donc je dormais pas, j'étais pas endormie, ni rien, quoi. Oui, en plus, vous aviez déjà commencé la journée, les enfants, tout ça. Réveillé, quoi. Je serais été au lit, j'aurais dit, tu as rêvé, mais non, j'étais bien en train de faire quelque chose. Et tout d'un coup, j'ai senti un froid glacial m'envahir, et j'ai eu la sensation d'une présence derrière moi. Alors je me suis retournée un petit peu, et j'ai vu apparaître un bras, mais alors un bras complètement irréel, blanchâtre, complètement irréel, avec plein de bagues sur les doigts, et habillé d'un voile bleu, un voile bleuté. Attendez, c'est-à-dire, le bras s'arrêtait comme ça. Au coude, ça partait des doigts jusqu'au coude. Et il était comme suspendu en l'air en quelque sorte. Oui, oui. Mais alors c'était complètement irréel, à part le voile bleuté, ce qui était choquant, c'était tous les doigts, il y avait des bagues. Des bagues couleur or, quoi. À tous les doigts. C'était bien un bras de femme, on avait des mains bien faites en plus. Bras de femme, hein? C'était un bras de femme, ça je suis sûr. Hein. D'accord. Et puis ça a duré, je sais pas, 20 secondes, 30 secondes. C'est tellement choquant qu'on se rend pas compte du temps que ça peut durer, quoi. Oui, j'imagine. Et j'étais glacée et paralysée, quoi. Et puis, je sais pas, j'ai eu peur, c'est vrai, j'ai eu très peur, mais je me suis rendu compte qu'en fait, ça devait pas me voir de mal, c'était pas aller à voir. Je sais pas, j'ai pensé que c'était là pour me protéger le bébé, pour me protéger moi, je sais pas trop ce que j'ai pensé sur le moment. Ça a duré, je vous dis, 20-30 secondes. Après, ça s'est volatilisé, ça a disparu. Ça a disparu d'un coup ou ça s'est estompé? Progressivement, ça s'est effacé progressivement. Je suis sorti de la salle de bain, j'ai fait du bruit, j'ai fait rentrer le chien, j'ai mis de la musique. J'ai eu peur, sincèrement, j'ai eu peur. Un coup de stress comme ça, dites. Ah oui, non, ça fait peur. Hein. Mais puis, je voudrais juste, avant que vous nous racontiez la suite, les bagues, est-ce que, je vais peut-être dire une bêtise, mais est-ce que vous avez eu le temps de voir comment ce qu'elle représentait? Il y en avait une, donc on avait dit un louis d'or, un louis... une ronde comme ça, oui, et puis le reste, je sais pas, je me rappelle pas. Hein. Mais il y en a une qui m'a choqué parce qu'on avait vraiment dit une pièce. Une pièce montée sur bague, une pièce montée sur un anneau, voilà. Ouais. Et c'était à tous les doigts, aux 5 doigts, il y avait 5 bagues. Hein. Ça, je les ai vues, mais alors... très bien, quoi. Ça, c'était clair. Ah, c'était clair, oui. Elle avait un voile bleuté. C'était comme... Ça ressemblait, je sais pas dire à quoi. Je sais pas, c'était tellement surprenant, quoi. Donc, après de là, je suis sorti, j'ai fait de la musique, j'ai allumé le poste, j'ai fait rentrer mon chien pour pas être tout seul. Ça m'a coupé la journée, je vous dis franchement. Bah oui, je comprends. Et quand mon mari est rentré, mes enfants sont rentrés, le soir, j'ai rien dit. Parce que j'ai dit, ils vont dire, ça y est, la mère, ça va pas. Hein. Franchement, on vous raconte ça, vous dites, mais maman, ça va pas, quoi. Et ça a duré pendant 5-6 ans, peut-être même 7 ans. Sans rien dire? Sans rien dire, j'ai rien dit, et je n'aurais jamais parlé à personne. Sans un jour, mes 2 filles aînées ont grandi. Et un jour, on s'est mis à parler d'esprit, de revenants, de tout ça. Puis toutes les deux, donc, à cet âge-là, une avait 17 ans et l'autre 19. Oui, donc grande, enfin elle était adulte, grande, quoi, oui, presque adulte. Elle me dit, mais tu sais, maman, quand on était dans les Deux-Sèvres, nous, on a vu quelque chose. Alors de suite, moi, j'ai pensé à ça. Je dis, ah bon, j'ai dit, qu'est-ce que vous avez vu? Et bien, elle me dit, voilà, un matin, elle me raconte pareil que moi. Un matin, j'étais dans la salle de bain. Sa maman, voilà, plus jeune, a vu une dame entière, habillée d'une robe blanche, avec des bras bleus, pareil, des bagues sur les mains, mais elle n'a pas vu la tête. Donc c'était une femme sans tête, habillée de blanc jusqu'à une robe longue,
et des bagues aux doigts, mais le bras bleuté, pareil. Et là, ma fille aînée, elle avait un entière, elle était brune et les cheveux longs, et c'était une femme à l'entière. Pareil, habillée d'une robe blanche, les bras bleutés, et avec des bagues aux doigts, pareil. Et dans la même position que moi, dans la salle de bain, vers la même heure. Vers 10h, 10h30 du matin. Voilà, l'expérience que j'ai vécue. Mais alors, attendez, parce que ça, c'est quand même assez, je vous avoue, assez exceptionnel. Oui, en fait, c'est un fantôme que j'ai vu, quoi. J'imagine. Hein. Bah, écoutez, je sais pas pour le moment, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez vu donc ce bras. Vous n'en avez pas parlé à qui que ce soit pendant 6 ans. Oh, 6-7 ans, ça a duré. Parce que, oui. Après, 6-7 ans, ça a duré. Après, au détour d'une conversation comme ça, presque par hasard, avec vos 2 filles âgées de 17 et 19 ans, chacune vous ont dit donc, tiens, moi, puisqu'on en parle... Et elles non plus, elles ont dit on n'en parle pas aux parents parce qu'ils vont nous dire qu'on les connaît, que ça, c'est pas vrai. D'accord. Voilà. Par contre, entre les 2 sœurs se le sont dit. Oui. Parce une avait 14 ans et l'autre 11 ans. Et est-ce que vous avez pu déterminer le moment où elles l'ont vu par rapport à vous, votre vision pareil, 10h30 du matin. Oui, ça c'est l'horaire dans la journée. Oui. Mais est-ce qu'elles l'ont vu avant vous ou après vous? Après moi, je pensais. Après moi. C'était après vous? Oui, après moi, oui. Ça a été 6 mois, 3 mois, quelque chose comme ça. C'est de la même année, mais... Ouais. Moi, c'était en février, fin janvier, début février, 77, puisque ma fille est née en 76, la plus jeune. Donc, elle était bébé, elle avait 3 mois. C'était en fin janvier ou février 77. Et donc, elles ont vu de le voir dans les années 77 ou 78, parce qu'après, en fin 78, on a déménagé. Oui. Voilà, donc, elles l'ont vu dans les années, c'est en 77 aussi, quoi. Et, une fois que vous avez appris ça, parce que c'est quand même assez surprenant, est-ce que vous avez eu la curiosité, je sais pas moi, de rappeler des gens qui habitent aux alentours dans ce hameau, savoir s'il y avait... Oui, c'est un petit hameau des Deux-Sèvres. Non, en fait, on est déménagé, on est redescendu à midi, puisque je suis natif de Sète, on est redescendu à midi. Non, je suis remonté de Sèvres, c'est vrai, mais j'ai vu personne. J'aurais vu quelqu'un, je peux plus en parler. Parce que la maison, on l'a vendue, donc elle est habitée, quoi. Bien sûr, oui. Et c'est vrai que si je remonte, je peux avoir la curiosité de demander à ces gens qui habitent là, si j'en jamais rien vu, quoi. Et mon mari a toujours eu la sensation de quelque chose, mais il n'a jamais rien vu. Il m'a dit souvent, j'ai la sensation d'être pillé. Ouais. Mais il n'a jamais rien vu. Et vous n'en avez jamais parlé à votre mari? Non. De ce que vous avez vu, quoi, je veux dire. Après, quand on en a parlé avec mes 2 filles, c'est là qu'il l'a su. Non, parce que je me suis dit, il va dire, ça y est, elles sont là. Ça va pas, quoi. Oui, non, mais ça semble tellement bizarre. On peut dire, bon, il y a quelque chose un peu... Mais 3, mais 3. Mais 3, ça commence à faire. Non, moi, je serais été couché, je serais endormi, ou j'aurais dit, bon, tu t'es assoupi, t'as rêvé. Ouais. Mais là, non, j'étais en train de laver de la layette, j'étais debout, au lavabo, 10h du matin, je dormais pas. C'est sûr. Ouais. Pierre Macias, qu'en penses-tu? C'est quand même déjà des observations assez étonnantes, quand même. Oui, c'est très surprenant. Ça prend même un petit peu de cours. J'essaie d'imaginer à quoi ça pourrait correspondre. Je me demandais, Josette, si vos filles avaient peut-être reconnu quelqu'un ou celle qui l'a vu en entier. Non, c'est une femme, brune, les cheveux longs, habillée d'une robe blanche avec les bras bleutés, des bagues aux doigts, pareil que moi. Vous-même ne leur avez jamais montré de photos de parents? Non, de toute façon, cette maison, on venait de l'acheter il n'y a pas longtemps, il y avait peut-être 3 ans, 4 ans peut-être, quoi. On l'a acheté en 72, je crois, 71, et c'était en 77. Donc voilà. Là, mais c'est d'autant plus bizarre qu'on a un phénomène de groupe. Là, c'est évident. Et en fait, il y a que les femmes qui l'ont vu, les hommes, parce que j'avais un fils. Oui. Lui non plus, on en a parlé aussi. Et lui n'a rien vu? Mon fils, mon mari non plus. Mon mari il me disait qu'il se sentait pillé, qu'il avait la sensation d'avoir quelqu'un qui le regardait, quoi. Mais il n'a jamais rien vu. Mais lui aussi ressentait une présence... il ressentait une présence. Une présence rassurante? Rassurante, je sais pas si c'était rassurant. Moi, j'ai eu peur sur le moment, mais après non. Oui, mais manifestement, elle vous semblait pas agressive. Non, pas du tout. Non, au contraire, c'était joli, donc ça me fait penser à la Sainte Vierge, mais bon, c'est pas possible. De toute façon, je suis pas croyante à ce point, donc... Et quand vous dites un bras bleuté, c'est-à-dire... Mais le voile, elle était vêtue d'un voile bleuté, une espèce de manche bouffante. Comme de la mousseline, un peu. Voilà, un genre de mousseline,
bleuté, bleu clair, bleu ciel même. Hein. Joli en plus. Ah oui, c'était joli, oui. Même mes filles m'ont dit la robe, il avait une belle robe blanche. Et les bras étaient vêtus de mousseline bleu. Oui. Oui, manifestement, c'était une apparition surprenante, mais qui a priori que vous avez ressenti après coup, après le moment de surprise, comme plutôt rassurante. Bah oui, en fait oui. Ouais. Et vos filles, qu'est-ce qu'elles ont ressenti quand elles ont vu ça? Elles ont eu peur. C'était jeune, il devait avoir 12 ans et l'autre 14 et demi, quoi. Elles ont 2 ans et demi d'écart. Elles ont eu peur, quoi. C'est pour ça qu'entre les deux sœurs, elles se sont racontées, mais à nous, elles n'en ont pas parlé. Oui, de peur que... Oui, qu'on dise, non, mais c'est pas vrai, évidemment. Vous avez rêvé, voilà, quoi. Thomas Rabeyron, qu'en pensez-vous? Oui, c'est difficile de réagir comme ça rapidement. Moi, je dirais qu'il y a principalement 3 hypothèses dans un cas comme ça. La première hypothèse, ce serait une illusion d'optique, mais ça paraît pas très probable, étant donné que c'est quelque chose qui est quand même assez construit et qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont vu. Enfin, on peut penser à une illusion d'optique dans un cas d'un objet assez simple. Là, un bras avec beaucoup de détails, ça paraît pas très plausible. Mm-hmm. Après, la deuxième hypothèse, ce serait quelque chose de l'ordre de l'hallucination passagère. Donc ça, c'est un phénomène qui arrive, qui n'est pas très fréquent. Ce qui va pas bien dans ce sens, c'est d'une part que donc plusieurs personnes ont vu la même chose, alors que l'hallucination, c'est un phénomène intrapsychique. Et puis c'est-à-dire qui arrive en même temps à tout le monde, quoi. Oui, voilà. C'est normalement une hallucination. Alors il y a des hallucinations collectives, mais c'est un phénomène complexe et là du moins l'hallucination intrapsychique et personnelle paraît pas possible, et d'autant plus que Josette était bien réveillée. Oui, voilà, moi c'est ce qui me disait que c'était vrai parce que j'étais bien réveillé. Hein. Les hallucinations passagères se produisent généralement soit à l'endormissement, soit au réveil. Oui, voilà. Oui. Non, c'était 10 heures, il y avait mes 3 bonnes heures ou 4 heures que j'étais levé, parce que j'avais un bébé, donc 6h30 du matin j'étais levé. Mes enfants partaient à l'école très tôt, puisqu'ils étaient de grands collèges. Non, j'avais bien 4 heures que j'étais levé, quoi. Oui, voilà. Oui. Donc là, on a la troisième hypothèse qui est celle d'une apparition. Oui, je pense que c'est ce que j'ai vécu, moi. Moi, j'ai l'impression, moi. Alors, après, la difficulté consiste à expliquer l'apparition. Moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, vous parlez beaucoup du bébé. Oui. Vous avez également dit que c'était un achat récent, la ferme où vous étiez. Oui, mais il faut savoir que souvent les phénomènes paranormaux comme les apparitions se produisent dans un contexte familial particulier, si vous voulez. Donc, je sais pas, par exemple, l'arrivée du bébé, ça a pu, au niveau de la cellule familiale, entraîner des remaniements, on va dire, et qui parfois vont s'exprimer sous forme d'apparition. Bon, on l'a pas rêvé quand même, hein? Pardon? On l'a pas rêvé, l'apparition, on l'a vu. Alors, c'est toute la question ensuite, c'est de savoir si c'est parce qu'il y a ces remaniements au niveau de la cellule familiale que plusieurs membres de la famille vont voir des choses un peu particulières, ou est-ce qu'effectivement il y a quelque chose objectivement qui va, si vous voulez, réellement exister et venir d'une certaine façon. Moi, je suis sûr que ça existait, ce que j'ai vu. C'est pas une hallucination, j'ai pas rêvé, j'ai pas imaginé, non. Non, mais enfin, je pense que ce que vous avez vu, vous l'avez réellement vu. Ah, mais oui, ça c'est sûr. Ce qu'ont vu vos filles aussi, elles l'ont réellement vu. Ce qu'elles m'ont expliqué, elles ont vu en fait pareil que moi, mais plus en détail, quoi, puisque pour une, c'était une femme sans tête et l'autre elle était en tir. Elles l'ont pas vu ensemble, elles l'ont vu à quelque chose d'intervalle, toutes les deux. Hein. Oui, séparément. Mais alors, elle a apparu en fait parce que quand on était au lavabo, derrière nous on avait la baignoire et à la gauche du lavabo la porte qui donnait dans le couloir. Donc on était toutes les 3 dans la même position parce qu'elles étaient au lavabo en train de faire la toilette. Donc on était toutes les 3 dans la même position. Le dos tourné à la baignoire en fait. Et alors, question, ma chère Josette, c'est chacune, vous l'avez vue une seule fois? Moi oui, on l'a vu une seule fois, Oui, vos filles, elles l'ont vu une seule fois. En fait, aussi, on a dû vendre un an après ou un an et demi après. Et vous n'avez pas eu la curiosité de vous renseigner l'histoire de la région? J'en ai parlé à personne. Sincèrement, j'en ai parlé à personne. C'est vrai que dans les Deux-Sèvres, il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de trucs comme ça quand même. Oui. Mais juste histoire de voir s'il n'y avait pas une légende, vous voyez, qui non, j'ai gardé ça pour moi et il n'y a personne.
Oui. Pierre Massias. Oui, je me demandais si vous avez dû même toutes ces années après discuter entre vous de ce que chacune avait vu. On en a encore parlé mardi dernier chez ma fille là. Ouais. Et elle me disait, je me rappelle quand je l'ai vue, c'est impressionnant quoi. Elles ont ressenti la même froid que moi parce que avant de voir apparaître l'apparition quoi, on sent le froid nous envahir. J'avais tous les poils des bras hérissés, je me rappelle, et j'étais glacé. Mais est-ce que vous-même vous avez cherché une signification à cette apparition? Est-ce que ça représentait quelque chose? Vous avez déménagé par exemple un an après. Est-ce que ça a été à la suite, par exemple, de cette non, pas du tout, vision? Non. Elle n'a rien représenté. Ah non, on n'est pas parti parce que cette apparition, pas du tout. Non, ça m'a fait, j'ai eu peur sur le moment, mais après non, ça m'a gêné pas quoi. Ouais. Et puis bon, elle est apparue qu'une seule fois. Oui, voilà. Je l'ai revu tous les jours, je me peut-être dit, il y a quelque chose à faire quand même. Ouais. Je l'ai vu une seule fois, et puis bon, ça m'avait pas être agressif ni méchant, c'était pas allé à voir. Et par ailleurs, vos rapports avec l'atmosphère, vous disiez que les Deux-Sèvres étaient, enfin, il y a beaucoup de croyances. Oui, il y a beaucoup de croyances, c'est comme ça quand même. Est-ce que vous avez pu faire un lien, tenter de faire un lien entre les croyances que... Je sais pas, moi j'ai pensé qu'il y a peut-être eu un décès dans cette maison, parce que c'est une maison qui a plus de 100 ans quand même. Donc comme on a gardé la structure, le toit et les 4 murs, est-ce que, je sais pas, je pensais que c'était peut-être un truc comme ça, un décès ou un meurtre, ou on va savoir, ou un suicide. Comme disait Thomas tout à l'heure, ça doit représenter, enfin probablement ça représente quelque chose au sein de la cellule familiale. Là, je cherche un petit peu à essayer de comprendre ce que ça pourrait représenter dans votre famille. Moi, ça m'a fait penser à une protection, je sais pas. Vous sentiez peut-être un petit peu en défaut, en mal à l'aise dans cette maison ou dans cet environnement à ce moment-là? Non. Au contraire, on était content d'avoir acheté cette maison, on était bien, Non, je sais pas. Oui, là, sans doute... compliqué comme affaire. C'est compliqué, mais là, il faudrait vraiment rentrer dans dans les détails. C'est quelqu'un comme Thomas, mais en investiguant sans doute plus à fond, qui pourrait trouver une signification. Pas d'autres phénomènes ensuite ailleurs dans votre vie, Josette? Moi, non. Mon mari, un jour, il avait un truc, alors qu'il était couché. Bon, il a vu une tête de femme, mais bon, sans plus. Par contre, si après ma maman est décédée quelques mois plus tard, et un jour je l'ai vu apparaître. J'ai vu vaguement, mais je sais pas si j'ai rêvé, je sais pas. Ouais. Voilà. Là, vous dormiez, vous étiez réveillé à ce moment-là? Là, quand je veux parler de ma maman, où j'étais endormi, où j'ai rêvé, où j'étais moitié réveillé, je me rappelle pas trop. Je l'ai vu apparaître dans la robe où on l'a enterré. Elle était sur le plafond, collée sur le plafond, et ça a disparu au bout de quelques secondes, quoi. Mais bon, ça, j'étais dans les rôles déjà, on était à Pézenas. Oui. Là, c'était une image furtive, quoi. Oui, ça n'a pas duré, ça a duré 3 secondes, peut-être même pas. C'est juste, j'ai peut-être rêvé, je sais pas quoi. Oui, là, c'est autre chose. Là, je pense que c'est autre chose. Thomas, je pense que vous êtes d'accord avec moi, là, c'est complètement... C'est pas le même type de phénomène. Non, pas du tout, non. Ce qui est étonnant dans ce que dit Josette, c'est le côté... Il n'y a qu'un seul phénomène, si vous voulez. D'habitude, dans ce genre de cas, par exemple les cas de poltergeist, il y a toute une gamme de phénomènes. Et là, ce que je trouve un peu étonnant, c'est qu'il n'y a que cette apparition. Oui, on l'a vu. Bon, on l'a vendu après un an et demi après, parce que ça, c'est en 77. On l'a vendu en 78. On a dû vendre début 78. On est parti en ville, parce que c'était vraiment la campagne. Et on est parti en ville parce que mes enfants grandissaient, pour le collège et tout, c'était plus pratique. On n'est pas parti parce que la maison était... Je pensais que c'était hanté, pas du tout. Voilà, puis après on n'a plus rien vu, quoi. Mais Pierre a raison, pour comprendre un peu plus avant ce type d'apparition, il faut avoir en tête que l'apparition, quelle que soit sa nature objective, c'est-à-dire quel que soit ce qu'il y avait réellement à ce moment-là dans la salle de bain, est le plus souvent en lien avec les personnes qui la voient. Oui. Donc après, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que voir comme ça cette dame, aussi bien pour vous et pour vos filles, qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire, qu'est-ce que ça pouvait venir représenter, et voilà, et pourquoi finalement ça s'est traduit ensuite par cette apparition. Et pourquoi moi j'ai vu que le bras, la seconde a vu la tête, et la troisième l'a vu entière. Alors ça, effectivement, il faudrait en discuter, c'est comprendre un peu ce que pour vous ça représentait, que ce soit qu'un bras, que pour vous ça soit sur la tête, etc. Enfin,
c'est difficile comme ça de comprendre, si vous voulez. Mais il y a on trouve souvent des débuts de réponse quand on en discute et qu'on essaye, par exemple, de voir les associations qui viennent par rapport à l'apparition. Vous voyez ? Ouais. C'est-à-dire que, ma chère Josette, en fait, c'est vous qui avez la réponse. Parce que je vous jure que le bras, il était à 20 cm de moi. Hein. Ouais. Ça fait bizarre, croyez-moi. Hein. Ah bah ça... J'en parle, ça fait 30 ans, et quand j'en parle, j'ai un chat de poule. Hein. Ça, je veux bien vous croire. Franchement, j'aurais vécu la même chose. Je l'aurais vu loin, mais là, c'était à 20-25 cm de moi, parce que la salle de bain était pas très grande, en plus. C'était entre moi et le mur de la salle de bain. Il y avait 25 cm. Hein. Ah oui, prête à vous toucher, quoi. Ah oui, c'était très près. Hein. Ouais. Ouais. En tout cas, Josette, merci de nous avoir rapporté ce témoignage vraiment extraordinaire, vraiment. Ça fait longtemps que mon mari me dit, mais appelle-le, dis-le-leur, et puis bon. Et puis là, ce soir, je dis quand même, je vais les appeler, c'est quand même bizarre. Il a bien fait, votre mari. Voilà. Vous le remercierez de ma part. Il écoutait dans la voiture. Très bien. Il est là. Merci à vous, en tout cas. Voilà, merci. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, Josette. Merci, au revoir. Au revoir. Thomas Rabéron, c'est vrai qu'il est difficile d'investiguer sur un témoignage comme ça, évidemment livré à l'antenne. Là, il faut aller sur le terrain, j'imagine. Oui, c'est-à-dire que il faut, du moins c'est le dispositif que moi j'utilise, c'est faire des entretiens avec la personne. Ouais. Dans un premier temps, pour recueillir l'expérience paranormale, essayer de comprendre, quelle catégorie, parce qu'il y a différentes catégories d'expérience paranormale. Bien sûr. Et ensuite, généralement, on se rend compte que l'expérience paranormale s'inscrit toujours dans la réalité psychique de la personne. C'est-à-dire ses représentations, ses croyances, ses convictions et différentes situations, par exemple, difficiles de sa vie au moment où l'expérience se produit. Ouais. Donc ça permet, sans finalement dire ce qui se produit dans la réalité objective, on trouve toujours un lien généralement entre ce que la personne voit, ressent, etc. et sa vie, si vous voulez. Il y a souvent un lien. Ouais, tout à fait. Pierre, une conclusion pour ce cas, c'est vrai que là, il faut investiguer. Il y a pas. Oui, c'est le problème, et c'est d'autant plus difficile aussi que c'est assez loin dans le temps. Il est important d'investiguer en profondeur et aussi tôt que possible. Ouais. Et c'est-à-dire qu'il faut avoir le matériel quasi brut. C'est pour ça que tout à l'heure on disait il faut prendre des notes immédiatement. Il faut consigner ça d'une manière ou d'une autre immédiatement quand le fixer vraiment le plus vite possible quand ça se produit. Après on pourra revenir sur ces événements-là. La personne pourra mieux décrire ce qui lui est arrivé. Ouais. Et c'est à force de discussions, de retours, de questions, d'approches particulière de la psychologie on aura une chance de cerner l'événement vraiment. Ouais. Merci en tout cas Thomas Rabéron pour votre première participation. À bientôt, j'espère. Oui, à bientôt, puis merci de m'avoir invité. C'est avec grand plaisir. À bientôt, Thomas. À bientôt. Merci Pierre Macias. Rendez-vous sur le site psylande.org pour retrouver en téléchargement, en podcast comme l'on dit, cette émission, Les Aventuriers de l'étrange. Dès mardi, elle sera disponible sur le site. Voilà, je ferai ça lundi dans la journée, mardi ce sera fait. Avec toutes les informations également que l'on donne durant l'émission, vous les retrouvez sur psylande.org. Tout à fait. Bonne soirée Pierre. Bonne soirée Louis. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange. L'émission se termine pour ce soir et ce week-end. On se retrouvera samedi et dimanche prochain, bien entendu. Samedi prochain, émission consacrée à vos témoignages. Et dimanche, aux rêves prémonitoires. 0826 300 300, c'est par le biais de ce numéro de téléphone que vous pouvez déposer un message dans notre boîte vocale des Aventuriers de l'étrange. Vous pouvez également nous contacter par mail. Il s'agit d'écrire à étrange@sudradio.fr. Et puis également, rendez-vous sur le site des Aventuriers de l'étrange. Ce site a pour adresse psylande, psyland.org. Merci à Pierre Macias qui m'aide à construire ces émissions, Mathieu qui la réalise, Morad qui est au standard. Passez une bonne semaine à l'écoute des programmes de Sud Radio et rendez-vous samedi prochain.